des morceaux de chien, un bossu polyglotte et Matt Damon en cosplay de James Hetfield. Bienvenue dans le film le plus. Salut à tous, bienvenue dans le film le plus podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Comme d'habitude, non, pas comme d'habitude. Et non, c'est qu'il y a des petits changements de dernière minute. C'est ça, de last minute. En effet, Aurel ne sera pas avec nous pour ce sujet. Yes. On peut faire absolument ce qu'on veut. Et on t'emmerde, Aurel. Aurel, Quartier libre. Aurel rentrait de vacances et en termes de timing, c'était un peu chaud pour regarder les films qu'on a choisi de traiter, de par leur longueur. Mais cela dit, Non, il a eu la flemme. je pense parce que nous, Je pense que ça lui plaisait pas le thème. on a un super sub, vous le savez, le Ole Gunnar Solskjaer de l'émission, donc Antoine qui nous prête main forte. Merci Merci de remplacer Aurélien. D'ailleurs, Donc comme quoi c'était faisable en 2 jours. de regarder des films. Et d'ailleurs, là, tu passes un peu une sorte d'entretien d'embauche parce que si c'est bon, tu remplaces Aurélien. Pour de bon là. Je viens ce soir, mais non, je suis heureux de regarder Scott Atkins. Scott Atkins, film d'action H4, Jordan, ouais. c'est moi, Aurélien. Regardez, je suis là. Non mais c'est On se fout de ta gueule, Aurélien, mais bon, tu l'as cherché. Hein. c'est vrai qu'Antoine c'est un peu le 4e mousquetaire. Voilà. C'est ça. Oui. Donc Alex Portos évidemment. Merci. Ouais. Et non mais t'as quand même vu 7 heures de film, faut le dire, en l'espace de 2 jours. Et ça arrive. Quasiment comme s'il avait fait un marathon quand t'as du pieux. Sur toute la J'ai vu toute la film au fait. C'est ça. En tout cas, ouais, grand merci de nous remplacer au pied levé. Et puis, ouais, bravo d'avoir C'est lu un petit miracle. le pari était pas quand même. Soyez indulgence que la préparation du film, Oui. elle a été speed. Ah bah, j'étais venu le récupérer, j'ai dû l'arracher devant de son PC. J'ai fini tout juste. Cela dit, Aurel nous a laissé une petite note. Du travail. Non, il nous a laissé une petite note. Il y a une maman qui nous laisse un post-it sur le frigo. Je vous laisse écouter ce que nous dit Aurel. Hello les copains, c'est Aurel. Je voulais une fois m'excuser de pas avoir pu être des vôtres ce soir. Malheureusement, le timing était un peu trop compliqué. Puis c'est pas comme si c'était des films qu'on pouvait regarder en famille et encore moins dans le train. Que voilà, mais c'est pas grave. J'ai trouvé un super remplaçant en la personne d'Antoine. Alors un grand merci à lui de m'avoir remplacé au pied levé. Je sais que ça va le faire. Par contre, ne soit pas très bon, j'ai pas envie de me faire virer pour la saison prochaine, donc vas-y mollo quand même. Blague à part, encore un grand merci. Je voulais passer 2-3 messages quand même, hein, si je suis pas là ce soir. Tout d'abord Pierrot, donc n'oublie pas, rappel du concept de l'émission, les qu'on choisit les gens, et puis après, au niveau du fight, c'est le scénario, réalisation, jeu d'acteur, et une catégorie bonus que je ne voudrais même pas dévoiler. Je sais que ça va le faire. Et puis, on n'oublie pas le petit tirage au sort à la fin, pour notre nouvelle saison. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alex, écoute, pas de vidéo ce soir, donc que du montage audio. J'espère que ça va le faire pour toi. Mais je n'ai aucun doute, hein, et pas d'appuyer sur le bouton rouge surtout. C'est fait. C'est le plus important. Voilà. Oui, maman. C'est une excellente émission. Et puis, j'espère retrouver ma place dès la rentrée prochaine. On verra. Qui s'annonce particulièrement excitante. Bisous les copains. Eh ben, merci. Bisous Aurel. C'est vrai. Voilà, donc il a les petites directives évidemment. Il sait très bien que moi, avec le fil conducteur de l'émission, d'ailleurs merci parce que là c'est un vrai refresh. Je suis là pour aider aussi. Hein. Je vais du coup vous rappeler le principe évidemment de l'émission. Comme vous le savez, nous avons sélectionné un thème, 3 films qui s'y rattachent. Nous allons les confronter selon les différents critères habituels, à savoir le scénario, la réalisation, le jeu d'acteur, plus une catégorie bonus qu'on dévoilera en fin d'épisode. Et aujourd'hui, nous voulons savoir quel est le film le plus médiéval. Non, médiéval. Ah ouais. Médiéval, alors pas lié aux jeux vidéo des années 90 qu'on avait plaisir à jouer sur Demon One, mais médiéval parce que ce sont des films en effet qui se passent à l'ère médiévale. Mais là, les forces du mal sont très présentes quand même. Pour le coup, donc je trouvais le jeu de mots
c'est pas mal. Tomber sous le sens, voilà. Alors que sachant que c'est la dernière fois, on fera un jeu de mots un peu naze parce que en effet, dans son message, Aurélien l'a dit, il y a un tirage. Restez jusqu'à la fin. Il y a un tirage en sort en fin d'émission. On tire au sort en fait un mot qui va nous permettre de déterminer le thème de l'épisode de la saison prochaine. Et ça sera ça à chaque fois maintenant. À chaque on fois, va vraiment choisir chacun un film. Il n'y aura plus un consensus. Et donc, du coup, attendez-vous à voir des merdes. On va peut-être regarder ce qu'ont dit les auditeurs. Vas-y. Les auditeurs, du coup, on avait dit, donc on traitait des coups de films médiévaux la fois dernière. Et on va voir si vous avez eu le nez creux, si vous avez lu dans nos fiches. Je commence par un premier message donc de Zé Sermo qui nous cite Chevalier. Pourquoi pas, hein, Chevalier avec Heath Ledger. Heath Ledger, ouais. Il y avait iKick dans son podcast, donc évidemment le podcast un peu frangin, qui nous cite des grands classiques comme Braveheart, Sacré Robin des Bois. Ça me semble que c'est Mel Brooks. Oui. Plus comédie. Braveheart, ouais. On a un véritable crack, j'ai envie de dire. Alors, la personne de Cube qui nous sort la chair et le sang. Il doit avoir hacké le téléphone. Il a une liste sans critique avec les meilleurs films médiévaux. Non, mais peut-être qu'il a regardé dans mon letterbox. Et les films comme Indice. oui, il faut d'indice là. Il y a Andonini qui nous parlait les visiteurs, mais on l'a déjà fait, Andonini. Oui, je t'invite à regarder ce fameux épisode. C'était Franchement drôle. Franchement drôle, le premier. Le dernier duel est également cité. Cube nous cite sur un autre message également les visiteurs. Pareil, je vous renvoie à ce même épisode. Your Highness de David Gordon Green, je ne connais pas. Your Highness. The Green Knight de David Lowery avec Dave Patel. Mais j'ai pas vu celui-là. Apparemment, c'est un peu décevant. Un truc, un 24, c'est ça. Hein. Ouais, c'est très beau, très bien fait, mais l'histoire un peu obscure, un petit peu très symbolique. Ouais. Que pour la réalisation, franchement, c'est très très joli. Ça vaut le coup. Mais ouais, c'est un peu perturbant. Ok, on retient pour une prochaine fois. Lorsqu'on aura la couleur verte, par exemple, à traiter, on saura vers quoi se tourner. C'était dans les mots. Vert et dans les mots. Ah, t'as regardé dans la boîte à mots. On regarde pas dans le chapeau aussi? Bon. Non, mais j'ai regardé un peu. Ouais. Comme le mec qui regarde les mots aussi. Qui ouvre le paquet vite fait. Monsieur Gravelax nous parle de la chair et le sang, décidément, du dernier duel et de Medieval Pie. Je ne sais pas ce que c'est. C'est American Pie, mais médiéval. Ah oui, merde. Ça existe. Je suis incollable là-dessus. PA nous envoie un message, Robin des Bois, Prince des voleurs, avec une dédicace pour mon père. Alors, PA, évidemment, on le connaît bien. Et c'est en effet l'un des films préférés de mon père, pour notamment le personnage d'Asile le Grand de Morgan Freeman. Lui, il nous dit, tu t'as ce perso. Il y a des posters dans sa chambre. PA nous parle de Camelot premier volet. Non, c'est pas un film. Je suis passé à côté. Saladin nous parle de Kingdom of Heaven, de Ridley Scott. Ouais. Ah oui, Ridley Scott. Et le pitch était presque parfait. Nous parle du nom de la rose. Alors, on va voir si ce sont. Bon, j'ai donné un peu d'indice. On a parlé. Cube est un véritable crack, voilà. Simplement. Je vous le dis. Pour vous mettre dans le bain, je vous propose peut-être un petit quiz. Bon, oui. Est-ce que ça vous dit? Alors, le quiz. Bon, il vaut ce qu'il vaut. Mais on peut se marrer. En gros, le principe, je vais vous raconter un synopsis, mais que j'ai retravaillé façon moyenâgeuse d'un film existant. Okay. Il faut me trouver le titre. Alors, il y a un jeu de mots qui est plus ou moins évident avec un terme moyenâgeux qui vient s'introduire dans le. Très bien. Tu sais ce que je voulais faire moi comme quiz et j'ai commencé et en fait j'avais pas le temps. On avait parlé à l'époque du reggae médiéval. C'était un truc. C'était un mec que je connaissais qui s'appelait Maxime Entier à Montpellier et qui faisait du reggae médiéval. Et je trouvais ça fou. Le combo des deux était incroyable. Du coup, j'avais comme idée de faire des chansons en reggae avec des éléments du Moyen-Âge, genre la guerre de Marignan, ça aurait été une ZAD qu'il fallait prendre, tout comme ça. Et Jeanne d'Arc, c'était une meuf qui squattait à la guerre de Nantes, de Rennes. Et en fait, j'ai commencé, et c'était trop long, mais voilà. J'ai pas eu, dommage. Je veux teaser un truc qui n'arrivera jamais, donc. Ça commence. Voilà, c'est avec le ça. Les gimmicks habituels. Je commence mon petit pitch là pour le premier film que je vais vous faire deviner. En l'an de grâce 1090, le jeune Gavin est chargé seul de la défense de son château face à d'invasions barbares, suite au départ précipité des autres occupants. Face aux assaillants, il doit faire preuve de bravoure, mais aussi de beaucoup d'inventivité. Faut que vous trouviez le mot, le titre est
les petits jeux de mots pourris que j'ai essayé de caler dedans. Moi, j'ai raté l'avion, mais j'ai pas le. Alors, c'est le titre, en effet, on est sur la piste, mais c'est Enfin, en anglais. en anglais. Home Alone. Home, le Home. casque. Ça, c'est génial. On verra qu'ils sont, c'est assez variable la qualité des jeux de mots. C'est Alors. Burger Quiz version. Ouais, c'est ça. Réponse. Je précise toujours nos jeux sans IA. En tout cas, pour ma part, je m'efforce à ne pas demander, parce que j'ai quand même demandé à chat pour savoir ce qu'ils allaient me donner. C'est une boule, ce truc. Enfin, Oui, j'essaie aussi pour justement les trucs de reggae. il a aucun humour, il est hors sujet tout le Ouais. temps. Ouais. Pas calibré pour ça. Il est, ouais, les blagues, c'est pas pour lui. Hein. Alors, notre synopsis. Dans le comté de Flandre, au sein d'une bourgade de pêcheurs, on y suit la romance contrariée d'un jeune malandrin et d'une jouvencelle à travers 3 décennies. Ah, mais c'est l'amoureux. L'amour ouf. Essayer de trouver un terme médiéval qui pourrait s'intercaler. C'est un jeu de mots, là, et c'est un peu plus galère. Sur ouf ou sur amour plutôt? L'amour. Ouais. L'armure ouf, voilà, l'armure ouf. C'est bon, vous avez compris le sujet. Faut rendre ton esprit malade, en fait. C'est ça. Dans une époque troublée, les voyages temporels sont devenus réalité. Un valeureux chevalier nommé Maxime est chargé de protéger le continuum espace-temps, mais un bandit de grand chemin sème la pagaille et commet des larcins à travers les âges. Maxime doit l'arrêter. Je vous le dis, c'est un film avec Van Damme. Time Cup? Non. Ouais. Ou le jeu de mots est avec un impôt moyenâgeux. Dime Cop. J'étais sur Retour vers le futur, moi. Non. Bon, alors. Dans une contrée, dans une lointaine contrée, une contrée ensoleillée, des bouffons se lancent dans l'univers de courses de chariots, modifiés, sans doute pour séduire leurs dulcinés. Dans le sud de la France, Taxi. Dans une lointaine contrée, des bouffons se lancent dans l'univers. Ouais, Fast and Furious, voilà. J'ai essayé de trouver quelque chose. En effet, alors, ensuite, des dragons s'échappent d'un enclos dans un fief pourtant fortifié. Les cerfs prennent peur et tentent de sauver leur peau, mais heureusement, l'homme de science Alain Legrand va les protéger. Putain, j'ai pas le film. Des dragons s'échappent d'un enclos dans un fief pourtant fortifié. Ah, Jurassic Park. Ouais. Là, c'est Lydéric Park. Là, j'ai mis un prénom. C'est bien. Au moins, vous retrouvez les films. C'est pas mal. J'aime bien, en tout cas, les titres version Moyen-Âge, je trouve ça bien trouvé. Alors, aux temps les plus sombres du Moyen-Âge, un homme et son fils sont faits prisonniers par l'Empire germanique. Afin de ne pas troubler ce jeune enfant, le père va lui faire croire qu'il s'agit en fait d'un jeu. La vie est belle. Ouais, il s'agit encore d'un impôt, malheureusement. J'ai très, très branché impôt. C'est la belle. La Vigabelle. C'est la vie d'Adèle. Oui, j'aurais pu aussi, avec Abdelatif Keshish. Bon. Oui, voilà, c'est très bien. Vous avez réussi à trouver déjà les films. Alors, les jeux de mots, je suis d'accord. On était vraiment sur des trucs un peu. Merci, un peu avec les films moyenâgeux. Oui, ça fait Monaco. C'est ça. Ça marche bien, ça. J'ai oublié de vous rappeler, avant de lancer du coup la presse des films, on est toujours dispo évidemment sur les réseaux. N'hésitez pas à nous commenter sur Insta, YouTube, Blue Sky, Facebook évidemment. Voilà, on a besoin de vos commentaires et surtout les mots. Envoyez-nous toujours vos mots là, pour la boîte à mots qui va nous servir du coup à fabriquer nos épisodes à l'avenir. Les gars, si c'est OK pour vous, on peut passer à la présentation des films. Let's go. Yes. Et place du coup à la place du plus ancien film qui s'y colle. C'est Scorpion. Et oui, tu rentres dans le grand bain, ça y est. Pas de Tom Cruise et de... Non. Et de Severance cette fois. Que les d'un peu. Et du coup, moi, je vais vous présenter le film La chair et le sang, ou Flesh plus Blood en VO. Très classe le titre en VO. Film de Paul Verhoeven, sorti en 1985. Paul Verhoeven, du coup, dont toute la filmographie sera traversée par les thèmes du sexe, de la violence et de la religion. Il en sera question également ici. Thème qui, lui, considère comme les 3 éléments principaux sur Terre. Donc, ça situe un peu. Quel bonhomme. C'est pas Luc Besson, quoi. C'est pas les mêmes éléments. Du coup, Paul Verhoeven, il est néerlandais. Du coup, il commence sa carrière chez lui aux Pays-Bas avec des films comme Spetters et Le Quatrième Homme.
Suite à ces quelques films qu'il va faire à son pays, il va commencer à recevoir quelques propositions d'Hollywood pour réaliser un film là-bas. Faut dire aussi qu'il a de plus en plus de mal à cette époque-là, début 80, mi-80, à faire financer les nouveaux films Pays-Bas. Ouais, c'est à cause de ses propos. Il y a eu plusieurs problèmes. Je crois que les films posaient problème aussi, les films que j'ai cités en termes de violence, etc. Donc, Turkish Delight, qui était un truc de cul complètement avec Rutger Hauer. moins chaud, ouais, c'est ça, moins chaud. C'est un peu des valseuses version. Les studios là-bas pour financer. Où il y avait déjà eu des appels d'Hollywood pour réaliser des films là-bas. Donc il va commencer tout doucement à s'orienter vers l'international. Même si là, le film dont on va parler a été tourné en Espagne, mais financé par le studio américain Orion Pictures. Et Verhoeven et son scénariste Gérard Sotman, ils vont se préférer pour réaliser ce film et l'écrire à la série d'aventures médiévales Floris et un essai qui s'appelle L'automne du Moyen-Âge, donc pour écrire le script, essai qui parle, c'est ce qui sera utilisé de la période entre la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. Donc on a 1500, tout 1500. Le tournage a été difficile, notamment à cause de bruit entre le réalisateur et l'acteur principal Rutger Hauer, du coup, qui a contribué avec Verhoeven à plusieurs films précédemment. Ils sont potes, non? Ils sont néerlandais, ils sont potes, mais là, ils se sont brouillés sur le tournage, sur la manière d'appréhender le rôle, et ils n'étaient pas d'accord là-dessus. Il y a aussi des difficultés. Du viol. Comment je le fais? Difficulté aussi de compréhension, parce que l'équipe, elle est composée de beaucoup de nationalités différentes. Du coup, eux, ils communiquent en néerlandais, mais l'équipe comprenait pas. Ils avaient l'impression pour parler en anglais. Donc, il y a un petit peu de difficultés à ce niveau-là. Ouais. Et encore meilleure ambiance, présence de drogue, d'alcool sur le plateau et virée nocturne de certains membres de l'équipe à la plage en espagnol pour. On sent que ça, même les scènes ivres et droguées, elles sont gardées à l'écran. Hein. Enfin, tu sens l'envie. C'est fou que tu dis ça parce que vous m'étais pas renseigné sur le film. Mais tu ressens dans le film ce côté un peu foutraque et un joyeux bordel. Tu vois très bien que le making of pas possible parce qu'il y a un saladier de coke à plage de chasse. Du coup, j'ai vu que du coup, il y a des acteurs qui en avaient marre du coup des brouilles entre l'acteur et le réalisateur. Et du coup, ils se sont dit, ça, on fait un peu n'importe quoi, on crie plus fort que les autres, on veut être dans le cadre absolument, et du coup, il avait du mal à gérer la situation Verhoeven. C'est bien grâce à son équipe. Oui. Et le film, du coup, en plus, sera accueilli assez froidement à sa sortie à cause de ses excès, on va en reparler. Donc, c'est suite à l'échec du film au box-office que Verhoeven sera introduit dans le milieu hollywoodien par, je sais pas si vous le savez, Steven Spielberg. Et du coup, il réalisera son premier film américain, Robocop, en 1987. Magnifique année. Ah ouais, et c'est beau, le mec, il scroute un peu, il sait pas gérer une équipe. En gros, tu fais Robocop. Et en plus, tu fais ce que tu veux. Et c'est Spielberg qui dit, et là, c'est lui qui l'a initié, il l'a enchaîné, si je me trompe pas, donc Robocop 87 et Basic Instinct 90. Donc, c'est beau. Début de carrière hollywoodienne. Schooner, parce qu'en plus, Robocop, il fait absolument ce qu'il veut sur le tournage. C'est-à-dire que la tonalité, c'est lui qui l'impose et tout. Enfin, c'est ouf. Et du coup, au casting, on a du coup Rutger Hauer, mais aussi la toute jeune Jennifer Jason Leigh, vue récemment dans Les 8 salopards et Annihilation de Alex Garland. Qui fait la folle dans Les 8 salopards. Ouais, c'est ça. On essaie de donner un petit nom. Et Tom Burlinson aussi au casting. L'équipe du film, on retrouve également un gros nom, le directeur photo, réalisateur néerlandais, lui aussi nos compatriotes de Verhoeven, Yann de Bont, qui a travaillé sur tous ses premiers films. Qui a été directeur photo du coup sur Piège de cristal, à la poursuite d'Octobre Rouge et L'Arme fatale 3, et qui a réalisé aussi, effectivement après, plusieurs films dont Speed 2 et Tomb Raider, le berceau de Lévi. Aïe. Ouais. Meilleur directeur photo. Il a pas fait GoldenEye aussi? Non, GoldenEye, c'est Martin Campbell. Merde. Ah, il a peut-être shooté par contre, j'ai pas vérifié l'info. Mais Cromwell comme directeur photo sur ce film-là. Du coup, de quoi ça parle? Ça se passe en 1501 et ça raconte l'histoire d'une bande de mercenaires menée par un certain Martin qui va être trahi par un seigneur après l'avoir aidé à récupérer son château. Et du coup, avec ses compatriotes, ses comparses, pour se venger, ils vont enlever la future fiancée du fils du seigneur, Agnès. Et voilà, on l'a trimballé un peu partout, la séquestrer, tout ce que vous voulez. Et voilà. Lui faire prendre beaucoup de bains. Il y a beaucoup de... Là, il est propre à la fin. Du coup, petit avis, qu'est-ce que j'en ai pensé?
Alors moi, j'ai un peu eu du mal avec... alors à l'époque, c'est bien retranscrit, du coup, puis il y a une véracité historique derrière. Mais de prendre l'époque entre Moyen-Âge et Renaissance, ça m'a un peu perturbé. En fait, j'ai l'impression plus de voir un film de KPDP. Oui. Vraiment un film de Moyen-Âge. Au niveau des costumes, en fait. Donc, on va parler. J'ai l'impression de voir le film avec Errol Flynn. Je sais comment il s'appelle. Le Robert des Bois. Les Robin des Bois, les Errol Flynn, ouais, d'accord. Les anciens films comme ça, Très flashy. KPDP, ouais. Du coup, alors c'est marrant. Du coup, ça la tranche avec, par contre, bah, les thèmes que je l'ai dit précédemment du réalisateur, donc violence, religion, et là, bah, on est pile poil dedans. Il se fait plaisir. Au Moyen Âge, c'est vraiment ça. Après, c'est une histoire de violence, de vengeance, pardon, ouais, c'est ça. J'ai pas trouvé ça hyper passionnant. Il y a un côté un peu loufoque aussi dans les scènes, bah, peut-être lié à ce que les acteurs ont fait dans n'importe quoi lors des scènes comme je l'ai dit. Mais j'ai du mal à rentrer dedans avec un acteur principal, du coup un peu Rambo, très sérieux. Je crois que c'est pour ça que Verhoeven, lui, le voyait plus en mode second degré. Et Rutger Hauer le voyait vraiment très premier degré, et du coup il l'a joué comme ça. Et oui, après bah, c'est provoque, c'est subversif. Mais moi je trouve au service d'une histoire qui raconte pas forcément grand chose, avec des scènes bon forcément toujours problématiques sur leur interprétation. Forcément c'est pas lui quand Verhoeven il filme la manière dont c'était à l'époque sans trop prendre position quoi, avec froideur comme ça. Et donc du coup quand on est un peu détaché de ça, c'est un peu je trouve que c'est un peu perturbant, avec une ambiguïté du personnage d'Agnès qui fait un peu un complexe, un syndrome de Stockholm. Ouais. Je m'attache tout de suite à mon régisseur, à Martin, mais en même temps, je sais que je suis promise au prince, au fils du Seigneur, donc et elle sait jamais ses côtés bien et pas bien, parce qu'elle sait jamais se positionner. Et nous, Son rôle est pas forcément bien défini, bien écrit, et du coup, elle fait avec ce qu'elle a, et à côté, on se dit, bah, elle est quand même vite tombée dans le truc où elle est avec les régisseurs et puis elle va partir avec eux parce que la vie qu'elle a là-bas, on a l'impression que ça ne lui convient, mais c'est montré en 5 minutes, donc c'est un peu perturbant. Et après, par contre, le côté, en fait, elle est entre le côté héroïne badass et le côté princesse, quoi. Ça, c'est pas penché, c'est plutôt pas mal, je trouve, de la part du réalisateur d'avoir fait ça. Mais après, bon, l'histoire, ça reste plutôt classique. C'est plus intéressant, le film, dans les scènes de violence, dans les thèmes qu'il va aborder, même si je préfère moins d'autres films du réalisateur sur cet aspect. oui, c'est vrai que C'est pas encore mature, quoi. ouais, tu sens que les idées sont là. Moi, je trouve que ça fait un film punk pour le coup. Il y a vraiment ce côté un peu fait comme tu dis, bah, vu l'ambiance, le truc fait un peu à l'arrache, et les scènes quand ils sont dans le château là, où il y a la peste, tu sens qu'en fait c'est colonie de vacances quoi. Ça picole, ça baise, et qu'ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Et tu te demandes si le réalisateur il est pas derrière la forteresse, c'est-à-dire je peux venir filmer là. Ouais. Ça peut... Mais après moi j'ai bien aimé La première fois que vous le voyez. oui j'avais jamais entendu parler de ce film, ouais. et j'ai bien aimé moi c'est l'ambiance du film. Ça m'a pas choqué moi le côté un peu renaissance et tout ça. Effectivement maintenant que t'en parles, au niveau des costumes, c'est vrai qu'il est habillé en blanc, un peu truc bouffant et tout ça, comparé aux autres films qu'on a vus, oui ça fait Ça, c'est moins Moyen-Âge. un peu plus guindé, mais en même temps il était dans un château qui prennent de bourgeois, et du coup il prend les habits et tout ça. Après moi j'ai adoré, c'est surtout la fin quand il se rend compte qu'en fait il y a la peste dans le château, et toute cette fin avec où il lance les cadavres, les bouts de chiens. Pour parler des bouts de chiens, il y a des bouts de chiens qui sont envoyés un peu partout pour contaminer le château. Ouais, ils tombent dans le C'est cul carrément, et tout. C'est hardcore. Des trucs bien en fait, ouais, c'est un film. Il aime ça, Verhoeven, la chair et La chair et le sang. Le sang, ouais. Mais non, mais tu le retrouves vraiment dans le film sur la chair où elle est souvent à poil, l'actrice. Et puis ses corps en décrépitude et tout ça. Ah, à cause de la maladie, ouais. Quand avec les bubons qu'il faut laisser, tu vois, avec les médecins là qui disent non, il y a une autre technique où il faut pas faire des saignées, il faut la maladie. et tout ça. Et c'est bien fait la transition entre deux âges, celui ouais. de la connaissance et celui de l'ultra religieux. Ouais. Et, on voit ça dans un autre film aussi, un peu ce truc-là, sur deux visions du monde un peu différentes. Et ce que j'aime bien, c'est que
le film aussi commence sur une grosse scène de bataille. Ça fait un peu épique, tu vois, la prise du château et tout. Et après, le film se calme vachement. Et c'est un film un peu intimiste. J'ai vraiment de ce souvenir là de cette vie de château qui est pas leur, mais qui y ont pris. Et ce Rutger Hauer qui est un peu un anti-héros, quoi. Qui est vu, faut le dire, par sa troupe qui a suivi tel un saint. Ouais, c'est ça. Oui, il y a un homme aussi la folie qui va interpréter des signes comme quoi il faut suivre ce leader, alors que ce sont juste un groupe qui veut simplement prendre du bon temps et se faire un max d'oseille. C'est des loupards. C'est des loupards. C'est des blousons noirs. Enfin, blousons rouges en l'occurrence. Oui, et donc ouais, c'est vrai que tu as du mal à comprendre un peu des fois le parti pris des personnages. C'est quoi leur finalité, qu'est-ce qu'ils pensent vraiment et tout, et ça c'est un peu... Donc, il n'y a pas de plus-value forcément à être dans cette époque-là. Après, c'est parce que lui, il parlait de religion, etc. Mais je sens pas la plus-value comme on l'a dans les autres films qu'on va... Tu fais ça dans les années 80, tu vois, ça marche aussi, quoi. Ça devait le passionner justement, cet entre-deux qui est quand même un peu intéressant, mais avec un côté à la fois hardcore du film ultra violent. Donc, chez Verhoeven, attention, trigger warning, t'as scène de viol collectif, t'as des trucs comme ça. Et en même temps, des scènes ultra loufoques où, comme tu dis au début, pour le château, le mec, il a un tonneau avec une mèche pour faire une bombe. La mèche est trop courte, du coup, il explose au bout de 5 minutes de film. C'était très drôle, ça. Le Moyen-Âge vraiment crapie, où la vie n'a pas vraiment de prix, donc on passe à autre chose, quoi. Ouais. Moi, l'amour est anecdotique dans ce film-là. T'es entre une période où l'amour est ultra codifié, même si on le voit moins, où t'as des courtisans, t'as ces traits comme ça, et en même temps, les pires violences. Ouais, il y a ça aussi, tu le vois. T'as les deux trucs, quoi. C'est assez bizarre. Tu sens qu'il y a un rapport conflictuel avec l'amour parce que au tout début, quand t'as la princesse et le gars qui doit l'épouser, ils vont sous un arbre où il y a des pendus et ils récupèrent une mandragore, donc ils scellent leur amour sur un arbre sous un arbre avec des pendus au-dessus d'eux. Et des corps en décomposition. Ouais. Et tu fais déjà bonne ambiance, quoi. Et la manière dont elle découvre aussi l'amour, cette princesse, c'est sa servante qui va aller coucher avec un mec dans les fougères, et elle va regarder parce qu'elle est encore plus seule et elle sait pas. Et donc tu sens que il y a un côté malsain. Il y a pas de romantisme en fait là-dedans, quoi. En plus, elle va réutiliser les mêmes paroles que sa servante. Mon boss aime bien, vas-y. Quand elle-même va se faire violer, pour essayer peut-être d'extérioriser le moment et la violence du truc. Ouais, j'ai voulu. Après, chacun, en effet, a une interprétation sur cette scène de viol ultra dérangeante. Mais moi, je l'ai vu un peu comme dans le film de Sam Peckinpah et Sean Penn. Elle essaie d'y prendre de plaisir pour survivre, en fait. Et toujours, elle joue un double jeu. Ah oui, carrément. C'est très difficile de savoir ce qu'elle pense vraiment. Mais je pense qu'en fait, il y a aussi le traitement, parce que c'est quand même il aime beaucoup traiter de la femme dans ses films, soit dans Showgirls, Basic Instinct. Oui, elle a tout le temps quand même un rôle fort, la femme est le personnage principal. Elle a un rôle fort, et du coup, en fait, on parle d'une femme qui doit survivre dans une époque extrêmement hostile, les concernant. Et c'est peut-être pour ça. Moi, j'essaie du coup d'être avec Paul. T'as voulu dire ça? S'il te plaît, t'as voulu dire ça. Me dis pas que tu cautionnes ce que tu nous avons fait. Voilà. Ouais, c'est MeToo, quoi. MeToo, voilà. Non, mais globalement, en plus, c'est toujours un mec qui a aimé les héroïnes. Oui, c'est pour ça. Donc je pense que c'est juste la manière dont c'est amené, pas forcément très clair, et du coup parce que tu peux prendre ce que tu veux dans le film, quoi. J'ai vu le lien avec la scène une scène qui est quasiment identique plan pour plan, où on filme les chiens de paille avec Dustin Hoffman. Mais ça m'a fait beaucoup penser à ça, et l'interprétation pourtant avec Peckinpah était beaucoup plus claire. C'était pour survivre. Il y a des persos, des évolutions de persos quand même intéressantes, même celui du prince qui est savant, illustré, anti-guerre, voilà, et qui finit attaché avec les chaînes du sang partout, limite absolue, à lui aussi utiliser la violence dans la science, et la violence aussi par la suite pour se libérer, spoil, attention, finir par sortir quand même avec récupérer sa promise. Mario a réussi son coup et il est plus friendzoné. Alors que elle dit, c'est pour ça que c'est ambigu, j'étais un peu perturbé, je trouve ça bien et pas bien, parce qu'elle dit, en gros, moi j'irai au vainqueur, quoi. Ouais. En gros, vous faites
la mayonnaise. Ouais. Vous faites la bagarre, et moi, je vais C'est vous bon pour vaincre, moi. on peut en discuter. Au plus méritant, quoi. Voilà, et je me suis dit à la fin, par contre, elle peut très bien. Alors, est-ce que elle fait double jeu pour justement essayer de trahir Martin, ou est-ce Ouais, que c'est ça, parce que c'est vraiment toujours Il y a très cette ambiguïté. Et de toute façon, c'est quand même deux gars c'est toxiques. jamais Il y en a un peu plus toxique que Phil quand même. Enfin, Rodger, il était ultra toxique. Ouais, puis les vieux aussi, il y a aussi cette Ouais, différence d'âge qui... Qui peut choquer d'ailleurs. Après, il y a pas de blême entre guillemets. Ils sont majeurs tous les deux, mais Oui. il y a un écart d'âge qui se voit vraiment à l'écran, qui peut être un peu troublant. On dirait vraiment, peut-être qu'il a 19 ans, quoi. Et lui, il en a une bonne quarantaine. Ouais, c'est ça. quoi. Bien taffé. Mais Et après, mais je pense c'est aussi la scène d'attaque avec le char. Il y a beaucoup ce truc de science, un peu Léonard de Vinci. Il ramène un char avec une grande échelle de pompiers là. ouais. Et du coup, c'est des trucs qui font. Ça sort un peu du film. Je fais, putain, c'est vachement moderne. C'est oui, en 24 ans. Ouais. C'est en une nuit, Ouais. c'est construit. Ouais, ils sont balèzes. Ils sont efficaces que le fou. Ouais. Ouais, mais c'est pas mal. Moi, Ils l'ont commandé sur Amazon. de la même façon, c'est la première fois que je le voyais, le film. Et j'ai bien aimé, en fait, ces trucs-là de transition entre les âges. Après, bon, ils montrent le Moyen-Âge. Les mecs mangent, ils savent pas boire, ni se servir. Hein. Là, on te... Ah ouais, là, avec là. des fourchettes. Et puis, Ouais, et là, la transition Jacouille, c'est Jacouille qui apprend à servir des fourchettes. Il manquait plus que les crunchs, et c'est cool. T'as Visitor 2. Ça, Mais ça, il y a la transition, on l'a dit, je peux vous paraphraser, mais sur la science qui sont intéressants, sur un peu le mépris des religieux qui faisaient les saignées, Ouais. et qui interprétaient les signes un petit peu. ouais, il passe un peu pour des bébêtes. L'autre, il y a la statue qui va tomber et qui va pointer du coup avec son bras en une direction. Et du coup, le religieux interprète ça comme un signe. Bah non, c'est juste que le truc s'est cassé la gueule. Enfin, il passe un peu pour des benets, c'est quoi. ça. Et les signes religieux sont aussi interprétés comme étant la vérité Ouais. de Dieu. Donc, C'est ça. tu peux pas te défaire de ça, c'est Ouais. qu'il a dit parce que c'est un signe religieux. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Et Martin, il s'en y va parce que du coup, ça devient un petit peu le cador d'être vu comme une sorte de messie, de prophète. Et alors que on a quand même l'impression qu'il s'en tire. Hein. Oui. Ouais. Bah, tu vois, même à la fin, Profite de la situation. lui, il se barre en disant, bon, je continue ma route et je trouve bien un autre groupe et puis je recommencerai le truc. Parce que ça parle de vos trucs qui existaient. C'est ces groupes-là de mercenaires qui profitaient des guerres pour en tirer profit. Le frais commun au Moyen-Âge, et ça inspirait beaucoup d'écrits là-dessus. On verra après sur les détails si sur ce qui nous a plu. Globalement, il m'a pas laissé froid, il m'a un petit peu choqué. Ouais. Il te marque quand même, mais c'est un film. il marque, j'en souviendrai, mais je ne suis pas sûr de le revoir. Oui. Ça, en tout cas pour le plaisir, je vais pas dire Abel, viens, je fais un film de montrer. Tu vois, Moyen-Âge, ce que c'était? Je regardais hier soir, ma copine rentre au moment où justement il y a la peste où il m'annonce les trucs. Bonne ambiance. Merde, tu sais, elle aime pas tout ce qui est film violent. À base de morceaux de chair, personne n'aime ça. Je déteste. Mais qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais si, c'est pas le Verhoeven. Tu vois. On m'a forcé. Il a fait ça, c'est quoi? Mais là, c'est quand même bizarre. Enfin, si vous connaissez pas le réalisateur, il faut s'accrocher quand même. Ouais, c'est ça, Et voilà, ouais. après, il il a toujours, il connaît son cinéma, c'est pas Starship Troopers. Là, c'est pas, on n'est pas dans Ouais. ce truc-là, mais ça dénonce des trucs, c'est toujours intéressant, mais c'est un peu choc, ouais, pour le coup. on enchaîne, du coup. On enchaîne sur le film suivant, sorti l'année suivante. On parle là du nom de la rose, le nom de la rose, pardon, réalisé par le Frenchie Jean-Jacques Hano. a la chance. Décidément, à chaque fois, c'est un Français que j'ai envie de traiter, et pas n'importe lequel. Le nom de la rose, donc j'ai dit Jean-Jacques Hano qui On n'en a jamais parlé de Jean-Jacques Hano. jamais. Pourtant, c'est quand même un. Il a une belle filmo. Ouais. Commencé dans la pub dans les années 70. Il réalisait Coup de tête qu'on a traité dans Ah oui, c'est vrai. donc il était plutôt une comédie un peu au vitriol sur le. Un peu avec du viol aussi, mais Un peu avec du viol, mais en mode comédie. Donc, c'était un peu compliqué avec Patrick Devers. Et ensuite, donc, il enchaîne La Guerre du Feu avec une coproduction franco-canadienne, avec notamment Everett McGill et Ron Perlman dans les zones un chef-d'œuvre absolu. Il n'y a pas de dialogue. Je crois que j'ai jamais vu. j'ai jamais vu. Pourtant, c'est un classique. Hein. C'est fabuleux. Alors, il y a des grosses prises de liberté sur l'histoire. Moi, c'est un film que j'ai revu. La musique est juste fabuleuse. Et les plans, et il y a de l'humour. Donc, un peu de l'humour du cinéma muet, presque emprunté à ça. Il y a ça Chaplin marche qui arrive. très bien. Non, mais par contre, là, j'ai fait non. Bah, alors, c'est la version longue, j'ai pas aimé. Mon Chaplin arrive d'ailleurs. Non, bon, là, il y a des mêmes L'ours, c'est lui aussi. Et oui, en fait, là, il est. Et donc, du coup, le nom de la rose, il s'intègre dans son top. Son prime. Et l'ours arrive pour conclure ce fameux prime. Suivra ensuite l'amant, 7 ans au Tibet, Stalingrad, et là, on arrive sur Oh, c'est une grade, j'ai adoré. Oui, mais quand t'es gamin, c'est cool, parce qu'il y a une histoire de sniper, t'es un peu à fond dedans, et Darius qui fait le sniper. Qui snipe des enfants, d'ailleurs. Pas cool.
Et pourtant. Je reviens sur le nom de la rose, donc coproduction un peu à l'instar du film que tu as traité, Antoine, entre l'Allemagne, qui est producteur principal, aidé par des fonds également italiens et français. Le film est pas vraiment une adaptation, mais comme le dit le film au début, un palimpseste de l'œuvre d'Umberto Eco. Donc simplement du coup, le fond, disons le fond, ce que veut raconter le roman y est, mais c'est pas point par point ce qu'a voulu faire Umberto Eco. Le film d'ailleurs le livre était considéré comme inadaptable, sorti en 1980, et c'est Jean-Jacques Hano en fait qui a fait des pieds et des mains pour du coup c'est un non plus. En fait, c'est pas pour saisir tout ça, c'est un film. Non, mais c'est une fiction, mais c'est compliqué à mettre en pratique. Il y a beaucoup de théories en fait. C'est pas forcément avec des persos, des intrigues, des sous-intrigues. Là, ils vont en faire un film un peu plus d'enquête, même s'il est question d'enquête dans le livre initial aussi. Voilà, c'est vraiment, ça me fait penser à vraiment un Sherlock Holmes. Le personnage s'appelle De Baskerville. Bah oui, ça, le lien est tout wink complètement. Ouais. Au niveau du budget, le film est de un gros budget, notamment fourni du coup par le fait du coup de s'allier comme ça avec différents pays. C'était très commun pour C'était la mode à l'époque. Les grosses prods américaines. Donc 20 millions de dollars. Le film est un énorme succès au box-office. Critique, ça va mettre un peu de temps vraiment à être accepté, bien que le film remporte le César du meilleur film étranger, ce que trouvera curieux Jean-Jacques Hano en récupérant le César du meilleur film étranger étant lui-même français. Mais c'est comme ça, c'est un film qui est considéré comme allemand avant tout. Au casting international encore une fois. Que des gueules en plus. Alors là Jean-Pierre Jeunet à côté, il peut se rhabiller avec ses castings de gueule. Parce que là, donc, dans le rôle principal, donc l'enquêteur Guillaume de Baskerville, moine franciscain, on trouve Sean Connery. On trouve également Esmeralda Abraham dans le rôle de l'inquisiteur Bernardo Gui, qui était tout juste auréolé de l'Oscar du meilleur acteur dans Amadeus. Il y a également Christian Slater qui là débute. Ça suivra évidemment une carrière avec des hauts et des bas. Être aussi jeune avec une coupe aussi nulle, c'était quand même c'est fort. Et le casting est complété par des acteurs un peu venus de différents horizons. Helmut Quadlinger, donc acteur très célèbre en Autriche. On a Valentina Vargas, actrice chilienne, qui joue là un petit peu qui joue la gitane, un petit peu l'Esmeralda, un petit peu des films complètement. Le similitude avec. C'est ça. Bah oui, parce qu'il y a Ron Perlman qui joue le bossu. Donc le Canadien Ron Perlman qui joue le bossu. Et également un Français, Michael Lonsdal, qui joue un prêtre bien mystérieux. Déjà vu dans Moonraker. Exactement. Chef-d'œuvre. C'est con que c'était pas Sean Connery, c'était plus le même James Bond pour ça. Donc le film est tourné principalement du coup en Italie, dans les Abruzzes principalement, pas très loin de Rome, et un petit peu en Allemagne. Il y a aussi un gros casting sauvage pour les gueules qui complètent le monastère. Là, ils ont chargé la mule. Faut en être tapis. Non, mais en fait, déjà la coupe de cheveux où tu restes juste un petit bout de mèche. Franchement, déjà ça t'aide pas. Et puis les teints blafards et tout. Franchement, ils sont tous âpreux que soit aveugles, soit. Il y a aussi un peu du dent, soit de la chair. Il y a pas de, enfin, il y a quand même du sang avec le sang de bœuf et tout. Mais ça aurait pu s'appeler la chair et le sang aussi, ce film. Il y a un peu de ça. C'est vraiment des gueules et des visages burinés par des années de solitude dans le froid, là. C'est assez marquant. En tout cas, l'ambiance du film, elle est assez dingue. Petit synopsis. C'est l'histoire de Baskerville et son adjoint Atso, qui pénètrent dans un monastère dans lequel de drôles choses se passent. Il y a des différentes morts suspectes et donc il va commencer à mener l'enquête. Seulement, il y a également un inquisiteur qui va être réellement l'inquisiteur du coup venu d'Europe, qui va également mener l'enquête de son côté. Mais là, les conséquences ne seront pas a priori les mêmes. Ouais. Deux visions opposées de la vie. Parce qu'ils doivent discuter avec les représentants du pape, du coup, de l'ordre des franciscains, qui se détachent dans les visions de certains points de la religion. Et qui en fait, qui sont un peu plus open. Déjà, il y a toute une histoire sur le rire dans le film, sur la transgression, en fait, sur la caricature de Dieu, ce que se permettent les franciscains.
les autres qui estiment que C'est du blasphème. c'est du blasphème, et surtout que le rire est simplement démoniaque. Ça déforme les visages. Déforme les visages, alors que les têtes sont déjà extrêmement déformées. Bon, les gens ils rigolent pas, donc vraiment c'est terrible. C'est tellement faux ce qu'ils racontent. Et c'est ultra intéressant parce qu'en fait il y a encore une fois la connaissance et la religion s'opposent dans le film. Puisqu'il est question aussi d'une grande bibliothèque labyrinthique, donc le savoir est pas facile d'accès. C'est quoi le truc avec tous les escaliers? Il y a ça aussi dans Harry Potter, il y a une scène. Et c'est un tableau connu où, en gros, c'est un labyrinthe avec des escaliers où je sais plus où est l'endroit et l'envers. Et, oui, c'est les gravures de Piranès, c'est les prisons imaginaires. C'est ça. Et donc ça montre en fait la difficulté d'accéder au savoir par ce biais-là. Surtout qu'à l'époque, les gens ne savent pas forcément tous lire. Il y a des trucs en grec, tout le monde n'est pas. Je vais pas spoiler parce que moi, la première fois que je l'ai vu, lorsque je découvre du coup le poteau rouge, j'étais par terre. Je trouvais ça incroyable. J'ai vraiment là évidemment, moi je me dis comment j'ai pu être. Mais c'est bien fait. En fait. Il y a des indices quand même, mais c'est assez décidé pour pas que tu te. T'as des fois plus que t'as des personnages ultra intrigants. Et ça peut être lui. Ça peut être Ron Perlman, qui est là complètement jojo, à parler 18 langues, faire des mélanges de phrases franco, italo, allemande. Il y a la gitane qui vit avec les pauvres au pied du coup de monastère et qui récupère les négritudes. Donc peut-être par vengeance, elle pourrait s'infiltrer dans le château. D'ailleurs, elle y arrive. Elle y arrive une paire de fois. Donc les fausses pistes, je trouve, sont bien faites. Et le film, je le trouve toujours aussi beau, captivant. La musique de James Horner, on l'a pas dit. Elle y est pour beaucoup très mystérieuse avec le lieu, le cadre déjà est incroyable, quasiment huis clos dans cette année perdue, cette brume en hauteur perdue. Il y a des scènes enneigées, c'est shooté magnifiquement. Enfin, vraiment, il y a des. Il y a une scène qui m'a marqué, c'est le soleil qui se lève au matin, la brume, et tu vois juste ce petit point rose du soleil en fond avec le château là. Il y a vraiment des scènes qui sont oniriques. Il y a vraiment, mais toujours une froideur. Par contre. Ah ouais, tu sens là, le Moyen-Âge, la boue, la dureté. La dureté de la vie dans un monastère, quoi. Ouais, là, c'est vraiment marquant. Et un cas de ressentir autant, t'as vraiment. C'est ultra bien fait. Moi, j'ai adoré, comme tu l'as dit, ça commence un peu comme un whodunit, en fait. T'arrives, il y a un mystère en mode mystère de la chambre jaune, un petit peu. On dit qu'il y a un meurtre, mais que c'est pas possible qu'il se soit suicidé parce qu'il y a telle et telle info. Et donc, ça commence comme ça, comme une enquête de comment c'est possible, qui a fait le coup, c'est quoi l'enquête, c'est ultra bien rythmé. T'as des choses qui viennent relancer le récit à chaque fois, du coup, soit en découverte de personnages, soit en découverte de lieux, de l'abbaye aussi, parce que ça marque crescendo sur le passage secret, les passages secrets, les trucs comme ça, les personnes qui commencent à cacher les secrets, etc. Et donc, t'as l'impression que c'est vraiment une enquête Sherlock Holmes, avec en même temps des thèmes. C'est très dense. Moi, j'ai vraiment bien aimé le côté. Je trouve que c'est une énorme critique de la religion, moi, ce film, du côté faux cul de la religion, parce que on te dit en fait les religieux, c'est un peu des capitalistes. Ils ont accaparé toutes les richesses. Ils ont fait des croisades, ils ont accaparé toutes les richesses, et on dit que c'est des gens bien qui veulent aider les pauvres, etc. Mais ils gardent tout pour eux, ils redistribuent pas, quoi. Et comme tu l'as dit, ça, l'exemple parfait, c'est il y a l'abbaye, ils ont pas grand-chose, mais les paysans qui vivent au pied de l'abbaye, ils ont rien. Et comment ils redistribuent? Par une trappe, et les restes qui tombent, et démerdez-vous, et c'est les déchets, quoi. Alors, celle-là, elle est c'est censé être le partage, etc. Et en fait, ils s'accaparent tout, et l'acquisiteur le dit, ils viennent avec leurs apparats, leurs trucs, le côté bling bling. Voilà, bling bling. C'est les différences, c'est les croix en or, les dominicains versus les franciscains, c'est ça. Et ça, c'est vraiment, je trouve, dans le côté critique de la religion, hyper présent dans le film. Ou alors, Jean Lacano dit peut-être, justement, regardez, les franciscains par rapport aux bénédictins ou aux cistériens ou à notre ordre étaient plus ouverts. Donc c'est peut-être vers ça qu'il faut aller. Et je trouve que c'est assez ludique aussi, parce que moi, je connais pas trop ce jeu religion, j'ai jamais fait de théologie, c'est un peu comme ce qui m'intéresse pas des masses. Tu te prends au jeu, parce que tu vois vraiment la différence entre les ordres d'une même religion, quoi. Ces visions un peu... C'est les supporters du PSG, ils supportent le même club et ils se tapent dessus, quoi. Ouais. Là, ils ont le même maillot, mais non, la même passion et pas le même maillot. Mais là, tu retrouves un peu ce côté-là, on sert Dieu, mais on n'a pas la même manière de le servir ou d'avoir
les mêmes codes ou ce que représentent les mêmes choses, notamment sur le rire, la caricature, mais sur d'autres choses aussi, la manière de vivre sa vie, tout simplement, en fait, en tant que moine, de se dire, il y en a qui veulent, mais justement, plus se redistribuer aux pauvres, ou vivre comme des pauvres, comme Jésus. Et il y en a qui veulent juste comme t'es sur Splendor, c'est ça. Et il y en a qui veulent découvrir la chèvre, justement. Et du coup, sur ces traits... Et question, il déconne, parce qu'il a à peine 16 ans dans le film. Bam, premier stage, fait l'observation. Il fait la première erreur mal majeur. Donc non, le film, puis après, oui, ça va crescendo. Il y a les... Je crois qu'il y a un stage d'observation. C'est vrai. Stage de 3e. Ah, c'est elle qui veut. Ouais, c'est ça, sa défense. C'est ce que tu voulais. Comme tu la culotte. Mais du coup, non, t'as plusieurs rebondissements, plus le côté, voilà, historique, critique, au niveau des thèmes, c'est très dense, mais le film, pour ça, est vraiment exceptionnel, quoi. Le jeu d'acteur très bon. Sean Connery, un peu d'humour, le petit humour pince sans rire de Sean Connery, bienvenue. Et puis, c'est comme Yoda, je trouve, dans le film, dans sa manière d'appréhender sa relation avec son padawan. Avec Hanso, mais avec un peu plus de vannes. Oui. Yoda, il y en a, mais là, il le bouscule un peu, quoi. Que penses-tu de ça? Ouais. Avec son petit bâton, ouais. Il taquin. Ah, mais j'aime bien. En plus, c'est un film qui lui permet de revenir sur le devant de la scène. Après, il enchaînera Indiana Jones, c'est incorruptible. C'est celui-là qui lui permet de renouer le public. Il y a une classe comparée aux autres. Tu sens que je fais oula, monsieur, vous êtes un lord écossais, vous êtes pas du tout un moine, un moine clochard. Vous pétez la classe comparé à une autre. Même en poche, il est beau. Ouais, c'est ce que je disais. Ils avaient découvert la douche ou quoi? Ouais, il a l'air propre, tu vois. Parce que lui, il a une coupe de cheveux dégueulasse ou pas? Ah non, enfin lui, il est déjà comme ça, Sean, donc. Mais non, parce qu'il est toujours avec sa capuche, donc en fait, ça tombe, il a refusé qu'on lui. Tu le vois, il y a des moments dans sa piole, notamment, tu le vois. Moi, ouais, le film, je l'avais vu quand j'étais jeune, mais je l'associais à cette génération-là. Mais quand j'étais plus jeune, Le Nom de la Rose, je vois que c'est un film sur le Moyen-Âge avec Sean Connery et tout. C'est pas la chanson de la fin des années 90. Oui. Au nom de la rose. Ça, c'était une chanson qui voulait dire que les années 90, il fallait que ça se termine. Mais j'avais pas le souvenir que c'était aussi riche, aussi dans. Oui, t'avais pas cette vision. Aussi bien réalisé, aussi, à l'époque, aussi bien retranscrite par rapport à comment on vivait. Enfin, vraiment, redécouverte et gros coup de cœur sur le film. Et c'est marrant que je parle de Woody Allen parce qu'il y a des affiches, il y a pas mal d'affiches du film. Alors, je sais pas si c'est vraiment les affiches originales qui reprennent vraiment ce code-là avec Sean Connery au centre et autour les têtes des personnages un peu en mode suspect, Totiré, tout ça. Et c'est cette forme de, c'est très beau, c'est un vitrail et t'as tous les persos autour et qui ont des attitudes différentes. Et donc, en vrai, c'est un peu les suspects et tout, c'est trop bien. Moi, ce film, je l'avais vu, je pense, quand j'étais jeune. Ça m'avait, je me souviens d'un côté très froid. Et effectivement, c'est un peu voyant, il y a vraiment ce truc-là très austère. Moi, j'ai remis à 25, j'ai remis à 23 chez moi. Parce que j'ai vu le film, c'est, ouais. T'as froid, ouais, il fait frais. Je me souvenais plus du tout de la fin. Et du coup, c'était vraiment un plaisir de le revoir parce que je savais que c'est un grand film. Et, au début, j'avoue que j'ai eu un peu de mal sur justement cette austérité, sur ce côté, cette abbaye dans la montagne, cette froideur. Le fait qu'il parle aussi un français un peu moyen-âge soutenu. Et puis, comme tu dis, le truc des franciscains, machin, moi, je suis pas du tout là-dedans pareil. Et j'avoue que je suis, oh là, il y a trop d'infos, je comprends. Il parle comme des bouquins, le mec. Ouais. C'est un peu ça le truc. Et au début, j'ai eu un peu de mal à me lancer. Et en fait, une fois que l'histoire s'installe, où il te dit que non, c'est pas possible qu'il soit tombé de cette tour-là et tout, tu dis, ouais, il y a des petits, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, ça arrête pas. Après, c'est vrai, comme tu dis, en termes de rythme, c'est très bien fait. Lancé, ouais. Il y a toujours un truc. Guillaume Brie, le méchant inquisiteur. Bernard Dogui. Ouais, Bernard Dogui. Qui arrive vers la fin du film et en fait, qui relance tout le truc. Et tu as deux visions de l'église, comme tu dis, différentes. Où tu as Guillaume de Baskerville qui, lui, est beaucoup plus intellectuel. Et l'autre qui se base beaucoup plus sur les textes et puis aussi sur pour la prophétie et trucs comme ça. Un peu comme il y a dans La chair et le sang. Ces deux visions différentes, ça marche super bien. Et il y a même un peu d'action sur la fin avec cet incendie et tout. Je trouve que le propos du film est super. Et en fait, c'est un super film d'enquête déjà de base. C'est ça. C'est pas juste un film moyenâgeux, il y a plus encore. Tu vois, tu comprends une époque. C'est un millefeuille. Ouais.
Et puis tu comprends une époque et en même temps, t'as une histoire super intéressante que t'as envie de suivre. Et puis, comme tu dis, la révélation finale, elle est quand même super maligne. Enfin, il y a vraiment ce truc, tu fais, ah ouais, c'est malin et tout. Et ouais, non, franchement, je me souvenais plus du tout du poteau rose et j'ai adoré. T'as l'impression que le méchant, il change 10 fois, en fait. Oui. Donc, spectateur, tiens, c'est lui, il est louche. Après, non, justement, on le permène. Après, on te met Genre, j'ai 2 ou 3 autres. Ouais. Après, l'inquisiteur. Après, et donc, du coup, c'est vraiment très... même pour toi, chercher un petit peu. Ouais, c'est ça. Un indice. Tu te prends au jeu le film te laisse des petits trucs comme un ça. jeu aussi pour le spectateur. Ouais, et ça marche. à un moment donné, je me suis même demandé si c'était pas Guillaume de Baskerville lui-même qui faisait exprès de faire des trucs de ça m'a un peu déçu. Juste sur le titre, par contre, pour les auditeurs, sachez que ça raconte rien de ce qui est dedans. D'ailleurs, C'est pas de rose dans le film. c'est un peu, non, mais c'est un peu curieux. Même Umberto Eco, il avait écrit au sujet du titre, le don de la rose. Il aimait simplement que le fait que la rose est une figure symbolique tellement chargée de signification qu'elle finit par n'en avoir plus aucune ou presque. Merci, monsieur Umberto Lynch. Pour rien, monsieur. Vous avez fait un titre parce qu'il est joli, c'est tout. En tout cas, ils l'ont gardé et je trouve qu'en effet, bizarrement, on sait de quoi ça parle, en fait. C'est un film un petit peu institutionnel, quoi. Tu vois l'affiche, tu vois. Ouais, tu vois la typo, il y a un truc un peu marquant de ce film. Ok. Ben, très bien. On passe au film suivant. On passe au dernier film et au dernier duel. C'est pas fait exprès. Donc, le dernier duel, le film américo-britannique réalisé par Ridley Scott, sorti en 2021. C'était l'adaptation du roman historique Le Dernier Duel, malin, d'Eric Jagger, sorti lui en 2004. Alors, en 2015, t'as Francis Lawrence, le réalisateur de Constantine, Je suis une légende, ou des 4 films Hunger Games, qui avait été approché à l'époque pour réaliser le film. Finalement, le projet tombe à l'eau et le droit du film ont expiré. Et en 2019, Ridley Scott annonce lui son intention de réaliser le film, mais plusieurs critiques s'élèvent en disant ouais, en fait, il va nous refaire un peu les duellistes. Son premier film. Ouais, son premier film. Donc, malgré tout, le tournage débute le 14 février 2020 en Dordogne, en Bourgogne et dans l'Aude. Et d'ailleurs, pour petite référence avec les duellistes, Ridley Scott retourna dans le village de Montpazier, là où il avait déjà tourné des scènes du film Le Duelliste. Mais un mois après le début du tournage, une petite pandémie mondiale arrive et le film doit s'arrêter net. Il reprendra en septembre de 2020 pendant un an, jusqu'en octobre, pour se terminer en Irlande. Au niveau du casting, dès le début, ils étaient là pour le projet en 2019 quand Ridley Scott il a annoncé. C'était Matt Damon et Ben Affleck qui ont participé à l'écriture du script. Ben Affleck à la base devait jouer le rôle de Adam Driver. Finalement, pour emploi du temps non compatible, il a été relégué pour un plus petit rôle. En héros, donc il y a Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver, et le rôle féminin revient à Jodie Comer, qu'on a vu dommage au Paper parce que tu aurais pu en parler dans 28 ans plus tard. Killing Eve, la série. Dans The Buck Riders aussi, le nouveau film de Jeff Nichols, qui était pas mal. Et ça raconte quoi, du coup, le dernier duel? Ça raconte l'histoire du dernier duel qui a eu lieu en France, lorsque Marguerite, la femme de Jean de Carouge, j'adore, est violemment agressée par le meilleur ami de ce dernier, Jacques Legris. Mais elle refuse de garder le silence. Elle dénonce le viol et du coup, Jean de Carouge va mettre en duel son ami Jacques Legris et pour voir qui a raison, parce que celui qui doit gagner, ça sera la parole de Dieu. Et c'est qui survit. Celui qui a raison, c'est celui-là qui survit, quoi. Voilà. Alors, ce que j'aime dans ce film, je l'ai vu en plus, j'en ai fait ma reco cette année parce que je l'ai vu en octobre-novembre et j'en avais déjà fait ma reco. Et j'avais adoré le concept du film qui se base sur 3 points de vue différents. On commence par le point de vue de Jean de Carouge, donc Matt Damon, qui est quelqu'un de très froid aussi, qui a vraiment une vision un peu je me bats, très conquérante, j'ai un nom et tout ça, j'essaie de le porter, qui arrive à trouver sa femme et tout ça, et tu sens que avec Adam Driver, Jacques Legris, il y a une amitié qui se délie avec le temps, notamment à cause de Ben Affleck, qui est le seigneur de la région et qui préfère Jacques Legris à Jean de Carouge parce que à cause d'un combat perdu, ils ont perdu Poitiers, et du coup Ben Affleck peut plus blairer Matt Damon, il le trouve un peu trop mauvais. Et puis
Donc, tu as ce premier point de vue sur la relation et puis sur l'événement, le viol, qui va découler du coup à l'envie de faire ce duel. Le deuxième acte qui se passe du point de vue de Jack le Gris, où tu comprends qu'en fait c'est quelqu'un qui est plus instruit, mais qui a une vision aussi un peu plus libertine de la vie. Et jouisseur, ouais. Et comme Ben Affleck, ils partagent des points communs et du coup tu m'étonnes qu'ils sont dans le même cercle. Et lui, son point de vue vis-à-vis du viol est différent. Et en fait, moi, ce que je trouve qui retourne le film, c'est que à la fin, t'as le point de vue justement de Marguerite de Carouge, Qui est la vérité, ouais. qui est la vérité de ce point de vue. Et c'est un film extrêmement politique et dans l'air du temps. Féministe. C'est un film, c'est féministe. Féministe. Et enfin, je trouve ça génial. Chose qui manque notamment dans La chair et le sang, où là, t'as vraiment le point de vue de la femme à cette époque-là. Et j'adore aussi ce dialogue avec la mère de Jean de Carouge, qui explique aussi qu'elle s'est fait violer, mais qu'elle s'est tue parce que c'est comme ça et que on est une société où c'est des hommes qui contrôlent et voilà. Et je trouve cette scène qui passe un peu inaperçue, elle résume tout le film et elle est incroyable. Et j'aime bien aussi, enfin déjà, je trouve que le scénario est top. Ce retournement où on a avoir ce point de vue féminin qui change la donne, même si ça peut un peu être décontenancé parce que à chaque fois en fait on revoit les mêmes scènes mais vu du prisme de la personne qui En fait, c'est quasiment les mêmes plans. Hein. Ouais. Il y a des apportés de nuances. Ouais. C'est ça l'intérêt. et moi C'est j'ai trouvé, il y en a plein que j'ai vu dans les critiques qui avaient trouvé ça un peu facile, mais je trouve ça au contraire ça marche super bien quoi. Et les acteurs, je trouve qu'ils en font un parce que Matt Damon, comme tu dis, on dirait James Hetfield et tout. Ouais. Ils sont fait plaisir sur les gueules. Sur les maquillages et tout. Surtout sur Matt Damon. Ils ont blindé la gueule, là. Il y a vraiment une tête de pas possible. Et il y a, pour un film qui se veut aussi très intimiste sur en fait un triangle amoureux quoi. C'est t'as quand même des scènes de, enfin un triangle amoureux, un triangle, un triangle. Forme géométrique. Ouais. Il y a aussi quand même des scènes de combat au début du film, franchement sur Poitiers. La scène de fin, le duel, qui est incroyable de violence et vraiment tu sens la viscéralité du truc. Le son et tout. Scène. Il a un côté gladiateur. Tu retrouves Avec un peu de caméra à l'épaule entre les deux où tu vois la sueur, l'énergie, les râles. Mais je pense que ça se finit dans la boue, le sang. ouais, c'est ça. c'est peut-être l'explication pourquoi le film est bidé, c'est que le film, Il te vend un truc. il peut te vendre sur la bande-annonce, en effet, quelques scènes d'action qui sont pas du tout le cœur du film. C'est le début, la fin. Ouais. Et au milieu, c'est que des blabla et c'est l'intimité et puis c'est un point différent. Et en le revoyant une deuxième fois, je trouve ce film, il monte encore dans mon estime. Je trouve que c'est vraiment un grand film de Ridley Scott. On parle de Gladiateur et tout ça, mais je trouve que celui-ci, il est le dernier grand film. Ouais, il est sous-coté et il mérite d'être redécouvert. Le dernier duel, ça peut être bien comme titre pour le dernier bon film de ce qu'il en fera plus. Faut pas se leurrer. Bon, petit encore. On n'y croyait plus. C'est-à-dire, on n'y croyait plus lorsqu'il a fait celui-là. Mais non, franchement, surtout que juste après, il y a House of Gucci qui est sorti. Après, il fait Napoléon. House of Gucci, Napoléon et Gladiator 2. Trois immenses. J'ai vu d'ailleurs Gladiator 2 là, il y a 15 jours. Toutes les critiques disaient que c'était naze. Donc je m'attendais à un film vraiment naze. C'est divertissant. Voilà, c'est exactement ça. C'est un film. Il a pas, lui, il voulait pas le faire. Mais il a mis. On met des singes ultra agressifs. Des requins. Ouais, on met des requins. Non, mais il voulait pas le faire. C'est que ça part un peu. Ça part un peu en tout. Il a un peu sabordé son film sur ça. Mais comme tu dis, c'est un film divertissant. J'ai pas passé un mauvais moment. Et Paul Mescal, mais ça apporte rien. Il pourrait aller au magasin de charisme. Oui, et à Russell Crowe, tu passes à Russell Crowe, c'est dur. T'as pas le cas de ton père. Hein. Oh là là, ouais, c'est compliqué. Non, mais il peut pas assumer le rôle. Je vais. Voilà. En tout cas, moi, super film. Je vais enchaîner. Je vais pas trop apporter de nuances parce que pour moi, c'est aussi un chef-d'œuvre. En fait, clairement, ce film, quand il est découvert au ciné il y a quelques années à l'époque, et là de le revoir aussi. Parce que, en fait, tu disais, c'est chapitré, donc ça fait un peu Rashomon illustré, quoi. Donc, en gros, même point de vue même scène de trois points de vue différents. Sauf que,
déjà, c'est pas toujours les mêmes scènes, donc c'est vrai qu'il y a des critiques négatives qui disent c'est redondant. C'est pas toujours les mêmes scènes en fonction des chapitres. Et même quand c'est les mêmes scènes, il y a des petits détails qui font que l'interprétation et ta vision est changée en fonction de comment est vécu le personnage. Un baiser, un dialogue ou une poignée de où il dit mon vieil ami du point de vue de Jean de Carouge. Après, du point de vue de Jacques Legris, il n'y a plus le dialogue. Il fait ça va grosse merde. Là, il change complètement il le dit plus, mais juste des détails comme ça, la façon d'appréhender un baiser, la manière de voir une relation. Quand lui dit je me suis bien défendu face au Seigneur, et en fait, tu vois dans la scène d'après qu'il s'est fait prendre comme une merde. Il s'est vanné et tout. Et moi, je trouve que c'est vraiment du cinéma. C'est vraiment ça, le cinéma, c'est que la manière dont tu vas faire le montage, dont tu vas tourner la scène, tu vas montrer ce plan de la fille derrière en arrière-plan qui a un regard fuyant ou plus aguicheur en fonction du point de vue. Je trouve que ça marche trop bien pour un film de cinéma. Enfin, c'est ça, du cinéma, ça doit raconter une histoire et du point de vue, tu peux avoir, je trouve que... moi, j'ai du mal à voir ce qu'on peut lui reprocher sur le côté féministe. Je trouve ça incroyable. Il avait 83 ans à l'époque, Ridley Scott, qui fasse un film féministe comme ça. Alors, on le sait, il avait fait Thelma et Louise, qui est aussi un énorme film féministe. Qui l'est peut-être encore plus que le dernier. Qui est exceptionnel. Mais là, il va mettre du coup en perspective l'époque et la manière dont les femmes vivaient leur relation. Donc, en gros, on est là pour procréer, faire des héritiers et fermer notre gueule, quoi, en gros, avec la période actuelle de libération du MeToo, de libération de la parole sur les violences faites aux femmes, etc. Bonne tradwife. Et voilà. Et donc, quand tu disais sur les chapitres, c'est la vérité, c'est celle de la femme, parce que donc c'est marqué à chaque fois la vérité selon machin, la vérité selon machin. Et sur le chapitre de Marguerite de Carouge, le mot vérité est resté quelques secondes, quoi, et imprimé à l'écran quelques secondes quand son chapitre arrive. Donc, tu sais que c'est elle qui a les vérités. Et moi, dans ce film, Jodie Comer, ça a été une véritable révélation que j'ai trouvé exceptionnelle. Je me suis dit, il faut que je suive la carrière de cette actrice. Elle bouffe le film. C'est hallucinant. La scène de viol, c'est pourtant dur. On la voit. C'est un beau être féministe, mais sur l'affiche, c'est dans le pire. C'était quand même un peu une grosse peine. C'était pas. Fallait vendre le film avec Matt Damon et Ben Affleck. Et je trouve que dans l'interprétation, dans le jeu, dans la manière de la scène de viol, du coup, qu'elle subit, est filmée 2 fois. Du point de vue de l'agresseur et de elle. Et c'est pas du tout les mêmes visages, les mêmes cris, les mêmes gestes à l'égard de l'agresseur. Où lui, justement, selon sa vision, il jure que c'est pas un viol parce que lui, via cette scène de baiser, justement, il se sent séduit. Et donc il se dit, et ça c'est tout le discours actuel, c'est elle qui m'a dit, c'est elle qui vient vers moi, elle a envie, mais c'est moi qui interprète que j'ai envie. Et j'interprète ce que j'ai envie d'interpréter. C'est le fameux oui, c'est non, c'est un peu oui quand il y a des trucs de viol où elle l'a bien cherché, elle a mis une jupe, quoi. Et ça, Ridley Scott, je trouve qu'il le montre parfaitement. Et dans les 2 scènes de viol, la manière dont c'est filmé de l'agresseur et de Marguerite, à travers le jeu de Madame Driver et c'est un excellent acteur aussi, et de Jodie Comer. Et voilà. Et donc ce côté vision qui change. En fonction des scènes, des persos, moi je trouve que l'intérêt est relancé à chaque fois aussi parce que quand tu vois les mêmes scènes et que tu remarques des trucs, tu fais un peu comme le même de DiCaprio, là, tu fais avant il avait dit ça, là il a pas dit ça, tu vois. Et sinon c'est d'autres scènes avec d'autres personnages, d'autres protagonistes, donc tu apprends d'autres choses et tu... C'est un peu une scène différence. Ouais, c'est clair, c'est ça. Oh, il y a un chat dans le frigo, tu vois. C'est pas comme ça. Ça, il l'avait pas dit. Mais ça te change ta vision toi-même sur les personnages aussi. Où en fait, tu vois que Jean de Carouge, tu vois, il est au service du roi, machin, et après, selon l'autre version de Nana Maria, tu vois, c'est un peu une petite merde quand même. Après, c'est un peu un petit gars, qui fait des erreurs. Et du coup, ça, c'est le côté bien dans le film. À la revoyure, allez, il y a peut-être quand même 15-20 minutes en trop, peut-être. Il dure 2h35 le film. C'est peut-être ça aussi. Mais ça reste pour moi c'est peut-être ça qui lui a fait aussi échouer un petit peu au box-office. Moi, c'est la 2e fois que je l'ai vu 2 fois. Deux fois. Ça a été une claque quand je l'ai vu la première fois. C'est toi qui m'en avais dit du bien. J'ai beaucoup aimé. T'as des bons goûts quand même, généralement. Pas comme Aurélien. À la revoyure, je trouve toujours aussi bien. En effet, peut-être un brin long. Que tu parlais de Rashomon ou par exemple même Snake Eyes, un exemple plus récent de différents points de vue. Là, c'est vrai que c'était des personnages qui étaient dans un endroit, mais qui voyaient des choses différentes. Les scènes étaient totalement uniques à chaque fois.
Mais l'intérêt, en effet, le fait que ce soit, c'est l'interprétation qu'en font les gens c'est sensible d'un être à l'autre. Ouais, c'est vachement bien. Et ce qu'on reprochait les gens, pourquoi le film n'était pas si féministe qu'il prétendait l'être. Moi, je pense que c'est parce que ils ont transposé un sujet moyenâgeux en y ajoutant des obsessions, des sujets contemporains. À savoir, ils ont mis des sentiments qui n'existaient pas à l'époque. Ils disaient que c'était anachronique, du coup. Le Ouais, film. mais- Oui, mais ça. C'est C'est pas la vérité historique non plus, je pense, Ridley Scott. C'est un film politique, hein. Ouais, ça reste quand même, tu parles d'un sujet actuel, mais dans un contexte moyenâgeux. La base, elle existe. Ça, c'est le dernier procès juridique. C'est des faits. Oui. Et puis ce truc aussi, c'est que le point de vue aussi de Matt Damon de faire un duel, c'est pour son honneur, mais en fait, il s'en fout de l'implication que s'il perd, sa femme sera brûlée vive. Et du coup, elle qui a en plus de ça eu un enfant et on ne sait pas qui est vraiment le père. Enfin, il y a tout aussi ce truc-là. Là-dessus, Ouais, elle tient mais- la vérité, quoi. Elle dit, oui, il m'a violé. C'est lourd Parce quand t'as la scène justement où il met son gant par terre dans le procès là. C'est le procès. Tu te rends compte qu'en fait, Pour déterminer comment ça va lui marcher. il pense à sa gueule, mais il pense pas du tout à sa femme qui risque aussi de crever dans d'horribles souffrances. Tu le vois sur pas la scène de fin, j'avais oublié l'épilogue, mais quand il se balade à la fin avec Marguerite derrière, du coup, dans les rues, c'est lui qui est adulé, c'est lui qui met les mains sur les bébés et tout ça, et elle est derrière, elle souffre, et en fait, c'est elle qui a tout subi. Mais c'est lui qui prend la reconnaissance et les lauriers. Et ça, cette image-là, ce plan-là, je trouve qu'il est hyper significatif. Aussi, ce que montre le film. Et la fin aussi qui dit qu'elle a vécu et qu'elle s'est jamais remariée et que voilà. Elle était fidèle et. Oui, et puis en gros, je pense aussi les hommes, c'est bon, je suis très bonne une seule quoi. C'est ça qui est bien. Je trouve c'est le fait d'avoir dépoussiéré et puis un petit peu adapté à notre truc à nous quoi. Enfin le fait d'y mettre un peu de sentiment, c'est pas mal. Quand bien même ce serait de l'opportunisme, tout le monde le fait pas en fait. Enfin, le mec du faire du féminisme comme ça pour des réalisateurs de plus de 80 ans. Et pour un blockbuster en fait, ça reste quand même, c'était vendu comme un blockbuster. Bien sûr. En vrai, oui, c'est facile, machin. Va faire un film qui parle de féminisme comme ça. Et puis pas con en plus. Enfin oui, c'est malin. C'est un film qui est bien amené. Il y a pas de lourdeur. Il y a peut-être, ça on verra peut-être sur le jeu d'acteur, il y a quelques disparités quand même. Ben Affleck, il y a Ben Affleck qui est dans un film de Monty Python. Il peut tout à fait dans le même film. Je fais Benny, c'est pas ça, on t'a pas demandé ça. Il me fait marrer, moi j'aime bien. Bon, je ressemble à Sally dans Scooby-Doo. Le look qu'ils lui ont fait, c'est terrible. Bon les gars, je crois qu'on a fait assez long. On va passer à la confrontation. Ça marche. Let's fight. Let's get ready to Les gars, du coup, place à la bagarre avec la première catégorie. Tu verras, Aurèle, j'ai pas oublié l'ordre. C'est le scénario. Ah ouais? Ouais. Ah oui, je vois. On fait ça de toute façon. C'est ça. Bon, on fait ce qu'on veut. T'es pas là, maman. Donc, le scénario, quel scénario vous a le plus séduit, les gars? Moi, je vais partir sur Le Nom de la Rose pour intrigue un peu pas tiroir, mais qui est relancé à chaque fois. Enquête très bien écrite et en même temps thématique religieuse hyper intéressante et bien développée. Donc je pense que dans l'écriture, c'est quand même le plus fin. Il a réussi à cet équilibre entre ludique de l'enquête et prendre le spectateur aussi embarquer le spectateur dans cette partie-là. Plus thématique sur l'époque, pareil, un peu comme les profils, mais violence, religion, sexe aussi, c'est celui qui arrive avec, je trouve, moi, le plus de finesse dans l'analyse à gérer ce thème-là, notamment la religion. Mais donc, enquête plus ça, je trouve que c'est le plus fin, le mieux écrit et le plus qualitatif à ce point de vue. Vas-y, Pierre. Moi, je vais te rejoindre aussi. Le Nom de la Rose, parce que, comme je le disais, en fait, la première fois que je l'ai vu, moi, j'avais été, toutes les fausses pistes avaient marché sur moi, donc j'avais été, l'effet de surprise était bien là. C'est pas non plus Shyamalan, non, c'est pas si sens, mais quand mais là-dessus c'est très fort. Les dialogues, alors évidemment, ils empruntent beaucoup à l'œuvre d'Umberto Eco. Le film en plus ça a été un enfer de production parce qu'il a d'abord été scénarisé par Jean-Jacques Hano et l'un de ses collaborateurs, puis été adapté par des Allemands, puis en anglais pour les comédiens pour l'international. Donc, bref, c'est vraiment un micmac et
C'est extrêmement riche, c'est extrêmement soutenu comme dialogue. Voilà, c'est Vous l'avez vu encore en VF? c'est pas Jacouille la fripouille, quoi. C'est vraiment sur les. Oui, c'est ça. Réo. Je l'ai revu en VF. Et même en VF, ça marche bien, quoi. Il y a un côté classe et sérieux de l'histoire. La version restaurée 4K Oui, il y a quelques années qui est magnifique. Aussi, Ouais. Moi, je l'ai encore l'ancien DVD, donc c'est vrai que c'est un peu granuleux, mais tu sens que potentiellement il en a sous la semelle si tu vois une belle version comme t'as vu. Ouais. Je l'ai vu en 240p. Encore Dailymotion. À chaque fois, il voit une version. Là, j'ai vu un screener. C'est un bon 20 mots sur Emule. Mais il y a un côté, du coup, de le voir avec une qualité un peu dégueu, qui renforce le côté austère et tout ça. Tu vois, tu as l'impression d'être déterré justement à un document du Moyen-Âge et tout. Et je sais pas, je trouve que ça apporte encore en plus à l'ambiance du Il l'a vu film. sur son téléphone sous la pluie, dans un arrêt de bus sous la pluie. Il est parfait, les meilleures conditions. Non, dans une chambre froide. Dans une trompe de jambon géant. Pourrait vraiment être pas bien, quoi. C'est bien. Je vais vous rejoindre. Franchement, j'hésitais avec le dernier duel. Parce que je trouve que le propos féministe et même ce que ça raconte au global, je trouve que c'est quand même très intéressant comme film d'avoir 3 points de vue qui vont se rassembler pour au final avoir une vérité. Et puis, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais je trouve ça déjà très très bien. Mais c'est vrai que sur le nom de la rose, t'as ce côté en plus plus divertissant et tu te sens impliqué dans le film avec cette déduction de merde, c'est qui a fait ça et cette ambiance qui marche très bien avec les dialogues et voilà, donc le nom de la rose, c'est validé, c'est un point pour le nom de la rose. On n'a pas évoqué ensuite Verhoeven, mais Oui, c'est plus des tranches de vie, voilà. C'est ça, c'est comme C'est les bronzés. J'ai fait ce film-là pour pouvoir développer les thèmes que j'ai envie de développer autour du sexe. C'est les charlots font du pillage. C'est un peu ça, ouais. Mais moi, Tu sens que c'est Nebo comparé à ce qu'il va faire après. Donc, voilà, il y en a encore sous la patte, quoi. pas inintéressant non plus, hein, mais Ouais, sur le scénario, il peut pas gagner. je vois. On passe à la catégorie suivante, qui est la réalisation. Qui veut commencer? Ouais, je commence. Le dernier duel. T'as des batailles épiques, t'as ce combat final. T'as aussi, c'est très bien fait, pour ça se passe en Dordogne et en Bourgogne, donc c'est des régions qu'on connaît si on est parti en vacances et tout ça, c'est très bien filmé. Tu ressens le Moyen-Âge, c'est bien fait aussi. Dans les 2 autres films aussi, tu ressens bien le Moyen-Âge. Mais là, il y a la scène d'ouverture je trouve, du Verhoeven est très belle. Oui. Elle est en fait un peu gondriesque, mais celle du carton-pâte un petit peu, mais. Oui, tu vois, c'est un plan serré. Tu vois que c'est des plans serrés et qu'ils n'ont pas été. Ouais. Mais sur la. Et je crois qu'ils l'ont fait au Parc de l'Homme, pour ceux qui connaissent. Il y a encore les vestiges de ce décor, du Parc de l'Homme. Mais sur le dernier duel, ce combat avec des centaines de chevaux qui vont attaquer Poitiers et tout ça, bon, ça reste dans des forêts et tout ça. Après, Sossinson, on n'en a pas parlé, mais quand ils sont en Écosse, quand il va faire sa campagne en Écosse, ils sont dans les fougères et puis t'as tout des... scènes d'action, mais elles sont quand même prenantes à la base. Oui, c'est efficace. Et même si beaucoup de dialogue, c'est quand même rythmé, c'est dynamique. Tu sens que Papy Scott, il sait quand même tourner des scènes, quoi. Il sait faire les fresques historiques. C'est ça. De ses marques de fabrique avec les grands films SF des années 80. Son autre penchant, c'est quand même là-dessus, quoi. Et ça marche, et c'est très bien fait, et t'y crois. Mais après, j'avoue que le nom de la rose, le côté austère, ces plans oniriques et tout ça, je pourrais mettre un point aussi, parce que le film est très beau, même en 240p, donc quand même, faut le filmer. Faut le faire. c'est pas tout Et, le monde. je devais mettre un point, mais je le ferai pas pour le nom de la rose. C'est pour cette retranscription de cette difficulté de vivre dans une abbaye. Voilà, le film le retranscrit super bien. Mais je mettrai quand même le dernier duel pour un côté plus grand public et plus ça marche. Ça séduit plus la récite, peut-être. Ouais. Je sais pas, j'hésite, vas-y, je vais pencher. Alors, celui de Verhoeven, moi j'aime beaucoup la scène d'ouverture. Je trouve plutôt jolie. Alors plus ensoleillé, hein, c'est moins. Oui, tu sens que c'est en Espagne, ouais. Ouais, c'est un peu plus coolos. Ouais, bah ils sont à la cool, hein. Ah oui, ils sont à la cool. Hein. Ils profitent, quoi. Ils font club med, Ils font la fête, c'est-à-dire. club médiéval. Ah, oh, bien joué. Tu vas peut-être venir là-bas, en fait. C'est peut-être à ce moment-là. T'as peut-être raison. On va leur enquêter. Donc, moi, je vais partir plutôt sur le nom de la rose pour l'ambiance qui s'en dégage. Parce que pour moi, le dernier duel, alors il est propre,
mais c'est une facture extrêmement classique. Ce dont on nous a habitué beaucoup. Tu sens le Ridley Scott, quoi. Oui, oui, justement, j'en parlais en off avec Antoine, c'est les plans, en fait, en images de synthèse, notamment du fort à la fin qui va accueillir le duel, le plan sur la construction de notre Oui. Voilà, c'est de la CGI, c'est joli, mais ça raconte, ça met juste un contexte. Alors que tandis que les autres sur Anno, les plans, ils essaient d'être signifiants. En tout cas, sur le mystère, sur les lumières, sur la scène de l'escalier, c'est d'une difficulté sans nom à rendre ça, compréhensible et compréhensible. Le but, c'est de rien comprendre. Hein. Ouais. Où sont les gens? Mais c'est quand même, esthétiquement, c'est très, très fort. Les méandres comme ça. ça fait un peu OB. Et ça termine en plus par un incendie qui est plutôt. Ils ont eu des problèmes pour le faire dans cette scène-là. Il y a eu 7 caméras qui avaient été pilotées et finalement il y en a que 3 qui ont marché. On dirait nous, hein. Sur le podcast, parfois. On a 4 micros. Jean-Jacques Hano à la veine. Là, il n'y a pas eu d'incendie, c'est déjà ça. Et donc pour moi, ouais, c'est Jean-Jacques Hano parce que là, c'est Mais oui, c'est une masterclass. je te comprends, ouais, c'est vrai. Il y a une colorimétrie qui est assez semblable à celle qu'on avait déjà vue dans la Guerre du Feu. Donc si vous avez été séduit par cette imagerie, la Guerre du Feu, vous allez forcément être séduit. Les temps sont marron, gris, blanc, quoi. Ouais, la Guerre du Feu, t'as moins le côté. Il fait parfois, il y a un petit peu de soleil, c'est un peu plus coloré par moment. Voilà, c'est différent, mais je trouve ça vraiment magnifique. Et tu sens aussi, juste pour le nom de la rose, il y a un côté très naturaliste aussi. Tu sens que c'est filmé avec les lumières naturelles. Enfin, Ils rendent ça le plus naturel Ouais. possible. Il y a ce côté vraiment. C'était quel film? C'était C'est, The Revenant. Il y a Kubrick qui a fait un film en lumière naturelle. C'était Barry Lyndon. Sinon, il y a Amadeus qui a aussi un petit peu tenté de faire ça sur les parties opéra. En lumière naturelle, enfin, en tout cas, les bougies, éclairage à la bougie, quoi. Fait un peu des... Ouais, je vais écouter vos arguments. Je vais peut-être pencher aussi pour la rose, pour la réelle, pour le côté, comme tu dis, signifiant. Le Ridley Scott, j'adore les scènes de bataille, etc. C'est incroyable. Il y a peut-être un petit, à chaque fois, quand même, filtre bleuté, enfin, qui peut être un peu gênant. Et après, les scènes de dialogue, ça reste moi du plutôt classique. Moi, c'est vraiment comme tu dis, le mot signifiant qui sur la réalisation et les plans qui fait que je bascule parce que quand tu vois la première fois cet abbaye qui est filmé de bas vers le haut, tu vois ce gros bloc de pierre, mais c'est là que tout va se passer. Il va y avoir les enjeux, il y a la musique qui vient confirmer tout ça. T'as vu sur les plans d'avant un peu élargi que c'est en plein milieu des montagnes, donc c'est isolé, donc t'as ce côté-là. De découvrir à chaque fois des nouvelles. Tout à l'heure, tu parlais d'un petit plan où il balance les restes. Bah, ça, c'est un mini truc. C'est un insert. Mais ça dit tellement de trucs. Ça dit tellement de choses. Les scènes de nuit aussi, qui sont très bien filmées. Donc, je trouve que, oui, il y a une ultra maîtrise, on va dire, de la caméra, de la manière de poser la caméra, de quoi filmer, à quel moment, pour dire quel élément. Le montage aussi, il y a des histoires de flashback aussi, on va revoir le montage, des moines dans il est leur incroyable. Ouais, le montage, il est assez ouf. Donc, ouais, je dirais aussi la rose pour la réelle. Et ben, ça fait déjà deux points pour le nom de la rose. Bon, ça, Ah non, mais c'est pas fini. Parfois, il y a des retournements. Il y a des voilà, vers le jeu d'acteur, troisième catégorie. Jeu d'acteur. Vas-y, Pierre, commence. Alors, j'ai commencé. J'aurais bien mis éventuellement pour le nom de la rose, que j'aime beaucoup Sean Connery dans ce film-là. Il apporte une humanité. En fait, t'es rassuré d'être allé. En fait, c'est ton guide. En fait, c'est la soupape de décompression au milieu de toutes ces têtes affreuses et des gens qui n'ont pas d'humour et tout. Lui, il fait, t'inquiète pas, t'es avec moi, on va un petit peu rigoler, je vais essayer de t'aider, quoi. Mais les acteurs, quand même, en font des caisses. C'est un petit peu quand même théâtral sur les seconds rôles. Après, c'est un petit peu voulu, hein. Ils ont des tronches incroyables. Il y a aussi beaucoup d'acteurs amateurs, hein, dans des vraiment toutes petites parties. Donc là-dessus, je trouve que ça pêche un peu et Skater est pas incroyable. Je sais jamais été un acteur que j'ai beaucoup apprécié. F. Murray Abraham, lui, il est en roue libre, en complet, en Bernard Doby, mais ça, on nous avait habitués. Alors, Salieri, c'était déjà pas mal un gros niveau. Les grandes envolées lyriques, un petit peu. Ouais, mais il le fait tellement bien. T'as vraiment l'impression que c'est le mec, il devait être un inquisiteur. Mais apparemment, Jean-Jacques Hano a une très mauvaise expérience avec lui. Ouais, c'était une diva. Depuis son Oscar, il est insupportable. On le voit peu à l'écran. Je pense que c'est un petit peu lié à la relation qu'il a eue avec Jean-Jacques Hano.
Donc non, je mets pas. Moi, je mets sur. Ah oui, Lonsdale est excellent, Ouais. c'est vrai. On se dit, ouais. Meilleur second rôle de film. En tout cas, sur la finesse du jeu de Lonsdale, c'est toujours. J'adore quand ils disent bonjour et qu'ils s'embrassent, mais Ouais. il y a aucun sentiment, c'est juste parce que c'est comme ça, ils s'embrassent sur la bouche. Oui, mais ça, tu vois dans plusieurs films aussi, c'est un truc d'époque, ça s'embrasse sur la bouche. Et il y a vraiment, c'est juste une bise nulle, enfin, et le joue tellement bien. C'est comme une poignée de main de molle. Ouais, c'est Un peu ça. Smack ou le jeu de la bouteille. Bon, on doit s'embrasser. Bon, allez. Ouais, c'est vrai, tant. Bon, on est forcé. Ah, tout le monde a fait des colos. Non, je vais évidemment, moi, je vais le dernier duel. Alors, pas pour Ben Affleck. C'était belle. T'as dit quoi? C'était Ben Affleck. Mon petit piton. C'est Ben Affleck. Ben Affleck dans Sacré Graal, quoi. Ben Affleck, il est hors sujet. Il fait pas le même film que les autres. Mais Adam Driver, pas facile à jouer un rôle d'un. Bah, tu vas jouer le gros enculé, Ouais, mais sans que ce soit manichéen. c'est ça. T'es un mec qui interprète mal les signaux. T'es Norman. C'est Adam Driver fait des vidéos. Mais un jour, Adam Driver, sa carrière, il a, je sais pas quel âge il a, 35. Ouais, On a parce que, déjà tourné avec carrière. Scott Scorsese, Et frère Cohen. les frères, enfin tout, avec tout le monde. En fait, tu prends tous les meilleurs réalisateurs, Mais je pense qu'il est pote avec Matt Damon, c'est pour ça qu'il a réussi à. même avec Francis Ford Coppola. Ouais, non, mais c'est fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Matt Damon, j'aime beaucoup sa presta. Pareil, il joue un mec pas aimable pour un sou. Et moi, surtout, la performance de Jodie Comer, que j'avais pu apprécier par moment dans la série Killing Eve, qui là sort le grand jeu, quoi. C'est fiévreux, elle est pas fragile. Tout en nuance Elle aussi. n'est de fait dans cette société qui écrase les femmes. Mais son personnage, ouais, c'est tellement, mais elle est saisissante et puis à la fin, à son procès, les dialogues qu'elle a avec Matt Damon, où elle se laisse pas démonter. Enfin, je trouve l'actrice vraiment fabuleuse. Et je trouve qu'on la voit pas assez. C'est-à-dire, on l'a vu dans Backriders, mais la carrière, on dirait qu'elle décolle pas. Après, le film a pas marché, mais quand même, la performance est là. Faut qu'on la voie chez Putain, ça. putain, merde. Embaucher la merde. Ouais. Je suis d'accord avec. T'as pas parlé de la chair et du sang. La chair du sang, Rutger Hauer, Ouais, tu sais un peu ce qu'il veut. En fait, C'est Rambo dans un film médiéval, comme je pense. Enfin, en fait, il a le problème des acteurs européens qui font des films en anglais comme ça, oui. pas dans leur langue maternelle. Après, Rutger Hauer, c'est-à-dire, il venait de faire Blade Runner, il est très bien en Android. Mais là, lorsqu'il s'agit de camper un personnage humain, c'est moi ça. Bah, déjà, physiquement, en plus, il Non, il ressemble à Johnny en 95. Johnny, Stade de France 95. Ça parlera aux fans. mais en hélico. Non, je Ouais, mais c'est la nuque longue, la boucle d'oreille, transpirant et tout. Je fais, putain, c'est Jojo, quoi. Donc, ouais, si vous voulez voir Johnny il doit violer des gens. Je sais pas s'il y a des kinks comme ça. Donc, là, j'aime beaucoup celui, c'est beaucoup plus lourdingue sur le jeu. C'est un peu outrancier. Souvent, Verhoeven, c'est pas là-dessus qu'il va se démarquer sur le jeu d'acteur. Souvent, ça Potter un max, Schwarzenegger, Total Recall. Le film est extraordinaire, on peut pas dire que ce soit Marlon Brando, Schwarzenegger. Ah, Mais ou c'est alors pas le sur la problème. direction des actrices, plutôt, qui est plutôt Il est plus fort. meilleur. Ah ouais, bah, Ouais, oui, la direction sur Basic d'actrice, Instinct, sur la direction d'acteur. Ouais. ouais, bien sûr. On parlait de Direction d'actrice, Il y a elle avec Isabelle Huppert, Rupert, par exemple. C'est très bien. Ouais, c'est vrai. Que plus direction d'actrice. Les acteurs, ils savent pas. Vu que c'est pas la catégorie, nous on juge les acteurs et pas les actrices. Donc, oui, Du coup, j'ai dit comment ça marche pas. Donc, moi, je mets Johnny Comer, et je mets, le tac, terminé. Johnny Comer. Pareil, moi, c'est le dernier duel pour on va dire, le cast global. Après, Ben Affleck, on en a parlé, mais pour Ben Affleck. qualité des acteurs, Ouais, mais il est marrant, En parce que général. t'es un peu nonchalant. parce que à ça part, ressemble C'est belle. Grosse ouais, quoi, à part Sean Connery sur le nom de la rose, le reste, il y a beaucoup de personnages. C'est des gueules. Tout à l'heure, les méchants changent et tu vois différents personnages et chacun a son plan d'écran pour qu'on puisse aussi voir chaque personnage. Mais il y en a pas un qui va sortir du lot de par sa prestation. Alors que sur le cast au global, même la mère de Matt Damon, on l'a vu pas dans Game of Thrones ou dans une gueule, elle aussi, elle joue dans les films d'horreur. Dans série, je crois qu'elle joue dans Silo. Bref. Ouais, dans Silo, oui, c'est l'aide de oui, c'est ça, dans Silo, oui, elle a une gueule aussi, avec un peu ridée, un peu, enfin, elle fait très, marâtre. Ouais, c'est ça, ouais. Froide, très, On dirait Claire Nadeau dans Les Visiteurs 2, si vous avez la ref. elle joue aussi, ce rôle un peu, très strict,
aussi à la perfection sur le cast global. Je trouve que c'est le meilleur. Les performances. Il y a une des unité. Ouais, c'est ça. Et une cohérence, voilà, qui se distingue plus des autres films, mis à part. Il y a aucun acteur qui veut faire le show. Il y a pas la genre démonstration. Je vais vous montrer parce que c'est pas parfois ça peut tourner au concours de Kékette qui joue le mieux. Et là, on dirait qu'ils sont tous au service du film. Ouais. Il y a personne qui essaie d'écraser l'autre. Surtout Adam Driver qui aurait pu faire un méchant. Mais non, mais c'est un énorme acteur, Adam Driver. Marriage Story, c'est l'une des meilleures performances que j'ai vues de ma vie. Non. Donc, ouais, la nuance, ça s'effacer en fait pour le film. Faudrait que je C'est vois la le classe. silence de Martin Scorsese. Oui, Si, dur, il celui-là. m'a l'air Pour moi, trop long. C'est 3 heures, ouais, je crois. 3h30 avec des gens crucifiés qui se font recouvrir par la mer, c'est plus dur. Bonne ambiance. C'est Colombe. C'est l'épreuve des poteaux. L'animation, Brognard. C'est là. Bah, je vais rejoindre aussi sur le dernier duel. Ouais, bah oui, non. Ça sort du lot. Et on n'a pas parlé aussi, c'est la copine de Jodie Comer qui au début dit t'as vu, elle est quand même pas dégueu, Adam Driver et tout. Et au final, une fois que, alors qu'on pense sa copine, au lieu de l'aider, elle va aller bien l'enfoncer et quand dans la scène au truc du procès, au truc du procès et tout ça, en disant ouais non mais elle a un peu cherché, hein, t'as dit que il te plaisait et tout. Il est beau, c'est un fait, mais c'est pas possible. Et je trouve son personnage aussi est bien représentatif de l'âme humaine, des pires travers quoi. Donc ouais, mais c'est assez complet en fait parce que et c'est effectivement au global, la globalité joue bien. Moi j'aime bien Ben Affleck sur son côté un peu je suis là mais pour détente, je le vis bien le film. En fait, je pense qu'il était en vacances en Dordogne. Je sais pas, rends-toi utile, viens voir, viens nous aider. costume là. Ah, faut mettre des bottes dorées. Ah yes, vas-y, je suis Go. Vas-y, blond peroxyde, son look est incroyable. Ouais, les nouveaux, ouais. Ah, sauf Adam Driver, quoi. Il a vraiment son look d'habitude, quoi. Les cheveux longs. Ouais, j'ai fait. Ouais, c'est Kylo Ren. Ouais, c'est pas fou, hein. Ah, j'avoue, ouais. C'est vrai que Kylo Ren, il est en civil, ouais. C'est mort, moi, vous me faites pas ça. Ah oui, des trop de cake comme ça, pas pour moi. J'ai une idée. Pas pour moi, Cody. C'est vrai qu'il y a de ça. Donc, du coup, 2 points pour Don de la Rose, 1 point pour le dernier duel. Ouais. Et dernière catégorie, je te laisse la dire. C'est la catégorie bonus déjà. Oui. Ouais, déjà, ouais. Catégorie bonus, du coup, bah, pour trancher dans le vif, c'est le film le plus, à votre avis, le plus crasse-pec, celui qui correspond plus à l'époque qu'on s'imagine. Alors, je sais que Colin, qui m'écoute, aime beaucoup cette période. Elle a étudié l'histoire et donc ça la passionne. Et elle n'est pas toujours d'accord pour dire que c'est une époque sombre. Moyen-Âge, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, en fait, on a notre vision avec les visiteurs et tout ça. Ouais, elle est comme ça. Elle dit, ah bah c'était mieux avant. Regardez le Moyen-Âge. Ouais. Mais ça, on pense tout le temps à une régression. Chier par terre et tout. C'était cool. On pense à une régression, la boue, les châteaux forts, le truc rustique. Enfin, il y a vraiment cette imagerie-là. Chier dans les coins de murs, dans les coins des châteaux. Sous les lapines. Alors que t'imagines avant. Donc, c'est vrai. L'Empire romain, tu vois un truc le faste, les pharaons, pareil. Et au Moyen-Âge, les gros crasseux qui baisent entre eux, quoi. Donc, la Renaissance juste après. Ouais. Allez. Donc, du coup, c'est vrai que mais la Renaissance, je vous invite à voir la reine Margot, c'est pas plus glorieux, hein, c'est pas plus. Et en fait, on a cette vision-là, justement, avec ces films Robin des Bois, Les Visiteurs, où t'as cette imagerie, en fait, de ces trucs-là. Ouais. Et donc, en fait, je pense qu'on a une image biaisée, mais c'est vrai que quand tu penses, surtout quand on voit les 3 films-là, Ils sont tous d'accord pour dire qu'il racontait à peu près ça sent pas, ça sent pas la rose, quoi. Ça sent le purin et. Cela dit, il y a quand même une notion d'hygiène qui arrive dans le film de Verhoeven. Oui. Prennent des bains, les mecs. Donc, ça va mieux déjà. Il y a des bains aussi, mais c'est pas les mêmes dans Le Nom de la Rose. Ah oui, c'est des bains de sang, ouais. Ah, il y a aussi une baignoire. il y a aussi une baignoire. Ah oui, parce qu'il prend des plantes pour. mais bon, ça l'aidera pas. Film le plus crasse-pec. Qui représente mieux l'époque. Oui. Qui parle plus à notre imaginaire, à quoi ça devait correspondre le Moyen-Âge. Ah oui, d'accord. Sur la la retranscription. Ouais. Moi, je dirais Le Nom de la Rose, du coup, aussi. Hein. En vrai, si on parle comment c'était à l'époque, costume. Après, c'est un restaurant à huis clos, donc on voit pas non plus. On voit pas de chevalier. On voit oui. pas. Mais Oui, tu vois le quotidien dans la manière dont ils vivaient.
On voit des clochards et des moines. Normalement, c'est ça. Moi, c'est le film qui m'a... Il est pas... Le nom de base des clochards et des moines. C'était Hobo et Après des hommes et des dieux. Moi, c'est celui-là qui m'a le plus fait dire, ah ouais, enfin, l'époque, c'était comme ça, et aussi par rapport à la religion, tout ça, c'est comme ça que ça se passait, c'est très bien documenté historiquement, etc. C'est ce film-là que... Bah, je te rejoins aussi sur le nom de la rose. Je vais partir sur celui-ci parce que c'est vrai que tu as cette imagerie de grosses pierres, de grosses forteresses. C'est ça, avec la populace qui est en bas. C'est ce que tu t'imagines du Moyen-Âge, quoi. Donc, le nom de la rose. Moi, je vais plutôt partir sur le dernier duel. C'était des bûchers aussi, comme Moyen-Âge. Ouais. Moi, ça n'aura pas d'impact, mais moi, je vais dire plutôt le dernier duel là-dessus. Pour le côté dangereux de la vie. En fait, parfois que j'essaie de me projeter dans une époque comme ça, aussi lointaine, je fais, mais en fait, t'es en danger tout le temps. Enfin, genre, tu peux te faire provoquer en duel, tu peux mourir à la guerre très vite, parce que t'es envoyé de force. Par des bandits sur les chemins. Tu peux chauffer la pêche. Enfin, c'est Alors, dans la chair et le sang, mais... dans la chair et le sang, mais d'ailleurs, c'est un vrai danger. Mais moi, je trouve que la vie me semble extrêmement dangereux. Enfin, sur mes ailes, je veux pas faire une connerie, quoi. Je ne touche plus rien. J'ai l'impression de marcher sur des œufs, quoi. À chaque fois, dans ces époques-là. Et donc, c'est plus là-dessus, j'avais plus je lance des murs dans le dernier duel. C'est un peu ça avec l'époque western. Quand tu regardes les westerns, en fait, tu peux crever à n'importe quelle seconde. D'accord, c'est un duel et tout. N'importe quelle manière, tu peux te faire éclater. Une morsure de serpent. N'importe quoi. Attends, il y avait pas un film d'ailleurs, là, comment il s'appelait, Seth MacFarlane qui portait ce titre. Un truc à l'ouest. Un million de façons de mourir dans l'ouest. Enfin, c'était le titre américain. Albert à l'ouest. Et très bon film. Après, il faut aimer l'humour familial et tout ça. Qui montrait exactement ça, qui illustrait au début du film que tu mourrais, mais c'est pas les Indiens, c'est la maladie. Non, c'est genre t'es bourré, t'as tiré sur un tigre. Et il y a surtout dans ce film-là où ils doivent prendre en photo et les gens trouvent ça inconcevable de sourire sur une photo, alors ce qui était vrai à cette époque, quoi. Mais du coup, ils en font toute une scène, ça passe sketch là-dessus. Et très bon film, sous-côté aussi. Sous-côté, c'est vrai. Pour revenir, du coup, c'est un gagnant. C'est une victoire écrasante du nom de la rose. Pas un point pour celui de Verhoeven. Tout à l'heure, je pense qu'Aurélien, j'ai pris souffler dans... J'ai brièvement vu Aurélien, qui, je pense qu'il sera d'accord avec nous. Il faut ça regarder Verhoeven, lui. Moi, j'ai eu du mal clairement avec le film, donc voilà. Après, il est pas, il se regarde facilement. Alors c'est pas une torture non plus. Non, mais comparé aux deux autres, c'est vrai qu'il dénote. Pourtant, il y a quand même une différence avec le nom de la rose, mais je trouve qu'il n'y a pas les mêmes moyens non plus. Ouais. Il y a aussi ça. Il y a une histoire de moyens quand même. C'est vrai. Oui, je l'ai pas dit, mais ça doit être 5-6 millions. C'est vraiment comme ça. À côté des vins du nom de la rose et de quasiment 100. Oui, je pense, plus de 100 peut-être pour le dernier duel. Et ouais, il fait pas le poids, quoi. Mais voilà, donc victoire absolue du nom de la rose, ça fait plaisir parce que c'est un film que j'adore et que j'ai vu, je ne sais combien de fois. Encore une fois, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est un film à voir si vous l'avez jamais vu parce que les trois, regardez. C'est un bon film de base en fait. Faites-vous l'idée là sur Johnny 1995 là qui fait des dingueries au Moyen Âge, ça peut être marrant. Bon les gars, on passe du coup au Borco. C'est ça, Allez, c'est parti. Et c'est les recours. Alors le recours. Pardon, moi j'ai plus reçu dans mes notes et je vais vous écrire parce que T'as rien. Pour l'instant j'ai rien, mais ça peut venir. Moi j'ai deux recos. Une rapide, c'est le premier épisode de la saison 27 de South Park, qui commence bien fort avec Trump, qui couche avec Satan, qui se retrouve en IA. Tu vas kiffer, tu vas adorer. Où Cartman il est déçu parce que c'est plus cool d'être anti-woke parce que c'est devenu la norme, tout le monde déteste les juifs. Voilà, donc il a envie de se suicider parce que il peut plus rien critiquer parce que tout le monde le fait donc. Et cette satire de Trump et à la fin ce deepfake
qui est incroyable. J'en dis pas plus, mais franchement, cet C'est épisode, il est incroyable parce que Trump, il a neuf tweeté sur le South Park il y a 2 ans en disant, parce que justement, il parlait des woke et tout, il est là, regardez, trop bien South Park. Et là, c'est ressorti. Ouais. Tiens, moi, je prends Là, c'est Là, tu vois, c'est tellement fond. Le gouvernement américain a tweeté là-dessus. Surtout, tais-toi, parce que ça va Ouais. faire encore plus de bruit. C'est l'effet stressant. Tu veux pas qu'on en parle, mais c'est toi qui commente. Donc, enfin, c'est terrible. Et du coup, ouais, regardez-le, j'ai hâte de voir, parce que ce soir, on enregistre, on est mercredi. Il y a le 2e épisode qui sort. Apparemment, ils vont encore tacler sur Trump. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est dispo sur. Sur Paramount+, qui est dispo avec Canal en ce moment. Oh, Euh, quelle saison? saison 27. Oui, il est dispo de tout le temps maintenant. Paramount, je crois, sur Ouais. Canal, sur les abonnements Canal. Ouais. Comme Apple TV. Et... Ouais, t'as Apple. Ok, ok. Donc, regarde ça, c'est incroyable. Et dans un tout autre registre, mais ça parle quand même des États-Unis, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle la chaîne YouTube de Arthur Genre. Oh. C'est son nom. Qui fait des documentaires super détaillés d'1 heure à chaque fois sur les États-Unis. Donc, ça peut être sur la mafia à Chicago, sur l'histoire d'Atlantic City, sur la ville de Détroit, sur comment les fast-foods sont arrivés dans le monde, comment Nike a dominé les marques de sport, sur l'histoire d'Euro Disney, qui est incroyable aussi. Et rempli d'images d'archives, passionnant, vraiment un travail colossal. Une chaîne YouTube, ouais. Et elle a pas beaucoup de vues. C'était Adrien Méniel qui en avait parlé dans le podcast. Ouais, dommage. Mais franchement, je vous conseille, si vous aimez les États-Unis et cette histoire. Et en gros, ce qui est bien, c'est que voilà, on se fait toute une image avec le soft power américain et tout ça. Et quand tu remets les choses historiques à sa place, voilà, c'est bien de remettre un peu l'église au milieu du village. Et ça parle aussi de la guerre de sécession aussi. J'ai appris plein de trucs. C'est pas une histoire que je connais plus que ça. C'est vrai qu'en fait, en cours d'histoire, Je connais rien, mais ça ne nous concerne pas. non, mais bon, En général, on la zappe, celle-là. et c'est pas juste une histoire des gentils gens du Nord qui veulent arrêter l'esclavage, quoi. C'est plus ambigu que ça. Et voilà, je vous conseille Arthur Genre sur YouTube. Il y a une 30aine de vidéos qui sont vraiment très variées. Donc vous picorez ce que vous voulez. Ça parle des trucs très modernes et des trucs assez anciens. Voilà. Donc c'est très très bien, quoi. Franchement, Arthur Jean, ouais. c'est bien noté. Non, mais ça me plaît. Voilà, genre comme De South Park et Arthur Jean, là, j'ai mon programme de demain matin. Toi, Antoine? À moi, allez, je vais vous recommander 2 films qui sont au cinéma. Le premier, c'est Superman. C'est obscur cette fois. Le Superman de James Gunn qui se fait un peu défoncer, mais Ouais. que moi j'ai. ils cherchent la critique, les faciles, les gens. Moi j'ai beaucoup apprécié. Ouais, c'est les fans de Snyder. Ouais. Aurélien. Aurélien. Je sais pas s'il l'a vu, mais en vrai, Il voulait le voir, mais il partait en vacances. donc moi c'était je trouve facile. que c'est le Superman qui assume le plus l'héritage pulp Oui. du film de Richard Donner de 1978. Ah, parce que peut-être flashy, la petite méchouille et tout. Exact. Bah, Ouais. en fait, si le film de Donner représentait parfaitement l'humanité de l'époque et ce que c'était Superman à l'époque, et ben là, le Superman de 2025, il le fait aussi à travers les thèmes qu'il développe, la fragilité, c'est un film ultra politique. Mm. En gros, je donne pas le synopsis, mais il intervient Superman dans une potentielle invasion d'un pays vers un autre. Et donc, Il a joué. est aligné, et donc, voilà, t'as tout un truc de... Il vient interférer là-dedans. Et, Alors, c'est Superman à Gaza? Bah, c'est Superman qui dit Palestine, quoi. Et donc, ouais, moi, j'ai ou trouvé qui ça dit sexy. qui pro-Ukraine. Mais moi, j'ai vu ça vraiment comme Israël et Palestine, parce que t'as le président du pays qui veut envahir le pays, qui est une sorte de Netanyahou /Trump Poutine voilà, donc ça peut être un peu gaguesque, mais Le Lex Luthor, Max. Lex par contre, Luthor Nicolas- aussi. ouais, Lex Luthor, je trouve que Il en fait trop le personnage. Ouais, mais Nicolas s'amuse, tu vois. il me fait peur, moi. C'est la première fois où il fait vraiment peur. Lex C'est la Luthor. première, ouais, Lex Luthor, c'est la première fois où je vois Superman autant vengé. Alors, Oui. c'est ce qui fait tiquer les gens, mais il est maltraité, il se fait défoncer tout au long du film. Le film commence, le premier truc du film, c'est il y a 3 minutes, Superman vient de prendre sa première raclée. En fait, qui va à la forteresse de solitude, il est en sang. Et voilà, tu sens qu'en fait, il a un côté très... et moi, c'est ça que j'aime pas avec ce personnage Superman, c'est qu'il est invincible. Et qu'est-ce que tu fais d'un perso qui est censé être invincible? voilà. Et là, tu lui rends une humanité
et que le gars. Ou alors, c'est juste la tectonite, mais tu le sais. Oui. Alors que là, non, il est fragile, Et il se fait défoncer. Enfin, que j'aime bien aussi, c'est, tu vois, tous les films de super-héros actuels, les mecs, t'as aucune. Ils se prennent des coups et tout ça. Ils se relèvent tout le temps. Tu sens que rien les impacte vraiment. Que Superman, quand il prend surtout au début, le mec il est en position fétale dans la neige, c'est vraiment les 30 premières secondes du film. Tu vois qu'il a pris cher. Et ça fait longtemps que t'as pas vu un super-héros qui est vraiment dans un état de difficulté. The Dark Knight Rises. il se fait... Ouais, mais c'était il y a 20 ans. Quoi. Oh, arrêtez, attends, c'était il y a 10 ans. Arrêtez l'exagération. 2009. Mais- 15 ans, allez. C'est aussi... Allez. C'est un film aussi pro-immigration. En fait, James Gunn, il a envoyé chier des magas sur X parce qu'il dit, mais si vous aimez Superman, mais que vous êtes anti-immigration, vous n'êtes pas des vrais Américains, parce que de toute façon, ça questionne l'humanité du personnage. En fait, Superman, c'est un alien. Il est là, il vient, mais donc c'est un immigré, quoi, en gros, sur Terre pour sauver l'humanité. Et là, c'est un peu retourné. C'est pas Superman qui va sauver l'humanité, c'est un peu l'humanité qui va sauver Superman et questionner le fait que l'humanité, elle est un peu scindée en deux. Maintenant, deux camps un peu irréconciliables. Il y a que les extrêmes. C'est un score aux États-Unis, avec l'élection de Trump et tout, et ce qui arrive un peu en France aussi, malheureusement. Mais il y a deux extrêmes. On n'arrive plus à s'entendre. Il n'y a plus de juste milieu. Et James Gunn, il dit aimez-vous les uns les autres, bordel de merde, quoi. En fait, il a arrêté de... C'est inacceptable, les gens qui se tirent dessus et de se faire la guerre. On est des humains, on est tous ensemble. Et Superman, il va synthétiser un petit peu toutes ces idées politiques-là. Et il l'a mis dans un film de grand divertissement. Le film est ultra fun. En fait, moi, je trouve c'est marrant parce que j'ai hésité entre... il y a une frontière fine entre ridicule, grotesque, et je suis à fond dedans. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu le personnage de Superman traité comme ça. Et j'ai jamais vu ces thèmes-là, ou rarement dans les films de super-héros, quoi. Et moi, c'est ça qui m'a plu. Après, il y a des trucs un peu forcés, c'est loin guignol, en fait, c'est un film de James Gunn. Si vous connaissez James Gunn, vous savez que trilogie Les Gardiens de la Galaxie, sa manière d'appréhender ces thèmes et les personnages, il n'y a pas trop de surprises, en fait, quoi, moi, je trouve. Et c'est un rôle fraîcheur qui tranche carrément, avec le Superman et les Justice League de Snyder, qui était ultra sombre et tout ça. Et là, c'est hyper coloré, hyper GD, hyper punk. C'est un film... T'as vraiment un univers, t'as un point de vue qui va de A à Z. Tu vois les films Marvel, t'as toujours cette même imagerie, cette même manière de faire des combats, cette même manière de... tu vois qu'il y a un cahier des charges. Que là, t'as la vision de James Gunn, un peu, c'est pour ça que j'adore les Gardiens de la Galaxie, parce que les 3, même si le 2 est un peu, peut-être moins bien, et un peu moins d'action et tout ça, un peu plus focus sur eux. T'as ces 3 films qui sortent de l'univers du MCU parce qu'ils ont cette patte. Et là, James Gunn, je retrouve un peu moi cet univers, comme dans Suicide Squad, le 2, où il va jusqu'au bout avec son étoile de mer géante et tout ça. Et j'aime bien ce côté fun. Bien les kaiju, t'as des créatures what the fuck qui sortent de nulle part. T'as un peu t'as le méchant de la semaine, tu vois, dans Metropolis, quoi. Même à un moment, il y en a marre et il dit, ouais, non, c'est bon, c'est les copains qui s'en occupent. Et lui, il y a une scène avec sa coupe avec Lois. Et derrière, en arrière-plan, t'as le combat qui se passe. Chaud. C'est bon, ouais. Nathan Fillion, du coup, qui joue. Je sais pas, il aurait pu, avec la coupe de cheveux, il aurait pu jouer dans le nom de la rose. Coupe de blonde, enfin, qui est exceptionnel. Voilà, je me suis dit, je passe un super moment, c'est con, mais j'adore. En fait, je me dis, il y a des trucs, il faut l'accepter. Ça part en, non, une rivière petit croton dans un monde imaginaire, on passe à travers un portail, mais en fait, je me suis dit, tu regardes ça avec des yeux d'enfant, comme j'ai découvert, moi, justement, le Superman de Richard Donner la semaine dernière, où je me suis dit, putain, j'aurais adoré à l'époque le voir avec des yeux d'enfant de 10 ans, quoi. Et là, je me suis dit, pareil avec Superman de James Gunn. Et il se fait tellement défoncer que moi, j'ai envie de le défendre, en fait. Oui, non, mais c'est un divertissement qui c'est pas juste, tu poses ton cerveau parce que ça te fait aussi, comme tu dis, avec tout ce qui se passe dans le monde. T'as quand même ça qui est en filigrane. C'est un film, encore une façon, tous les films sont politiques, mais là, tu sens qu'il s'inscrit là-dedans, quoi. Ouais, mais tu sens qu'il est, c'est un film de notre époque. Je mets une nation qui est Israël, clairement, dans le film. Arrêtez de casser les couilles. Enfin, voilà, il dit clairement ça, James Gunn.
dans un film grand public. C'est Superman comment le nom? Superman. Juste Superman. Superman de le film. J'ai rapidement deuxième film qui sort. Superman le mec là. Superman le mec bleu, le mec bleu. On se débat, oui, en effet. Film qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Substitution Bringer Back, donc film d'horreur des frères Philippou, donc des Australiens. Ils ont fait la main avant Toctui en VO, le film La Main qui a été acheté par la 24 juste avant d'être présenté au festival, et donc là c'est aussi produit par la 24. Et c'est un film d'horreur qui rappelle beaucoup Hérédité, parce que il n'y a pas de, c'est vraiment inspiré de ça dans les thématiques. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur malvoyante dont leur père est décédé, qui se retrouvent chez une famille, une femme, donc en famille d'accueil, et qui est censée avoir, son neveu qui est là, mais qui est bizarre, qui commence à faire des choses bizarres. Tu vois qu'elle est attirée par la petite fille, mais tu sais pas pourquoi. Et c'est un film, alors attention, il y a des scènes, mais traumatisantes. C'est pas, il n'y a pas de jumpscare. C'est un peu comme Ari Aster, etc., mais c'est sanglant, gore, enfin ultra. Ce malaise. C'est de la violence psychologique en fait. C'est un thriller vraiment psychologique. C'est vraiment comme Hérédité. Ouais. Ça parle de maternité, de deuil, de volonté de récupérer ou ne pas réussir à passer outre le fait que il y ait des gens proches qui soient décédés. Et donc c'est très sur ces thèmes-là très triste, mais il y a des scènes, des grandes scènes d'horreur, de gore qui sont vraiment incroyables, dures à voir, mais vraiment incroyables. Et ça passe un peu sous les radars, mais le film, il vaut vraiment le coup si vous aimez tout ce qui est horreur, etc. Et quasiment dans le jeu, les mecs s'appellent les frères Philippou. En fait, La Main, leur film précédent, c'était genre juste une main un peu hantée, quoi. Et donc, quand tu la serres, c'est un rituel. Quand tu la serres, tu te retrouves dans le monde un peu. C'est un peu un film sur les rituels occultes, etc. Donc, ça part un peu en mode marrant. Et après, c'est aussi toujours sur le cadre du deuil, sur les trucs comme ça. Ça part dans des trucs plus hardcore, plus sérieux. Et c'est un peu les réalisateurs qui montent dans l'horreur actuelle. Avec un enfant, on peut regarder ou pas ça? Non. Surtout pas Bringer Back, parce que l'enfant de la dame, la famille d'accueil, il y a des sévices corporels, il y a des trucs ça reprend plusieurs ça reprend plusieurs trucs d'horreur, de possession, de démons, des trucs comme ça. Il y en a qui reprochent au film d'être un peu foutraque, du coup, parce qu'il y a plein d'éléments d'horreur différents qui sont mis, mais c'est au service d'une vraie histoire et de vraies thématiques. Et la fin, elle est hardcoreissime, piste à souhait. Enfin, c'est un peu les gars à suivre là dans l'horreur. Elevated, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas un film qui fait sursauter ou quoi que ce soit. Vous avez compris, en fait, je vous propose de regarder après Le Nom de la Rose, vous mettez ça, dans une proche de genre. Non, mais allez le voir au cinéma, je pense que ça vaut le coup. Ça marche. J'étais long, désolé. Moi, c'est une bidon, mais moi, j'ai redécouvert Netflix que j'avais pas depuis longtemps. Et j'ai, du coup, regardé le combat des chefs, et j'ai vraiment apprécié. Déjà, l'animation, ça a changé clairement. C'est très différent des films, des longs métrages, des années 70, évidemment, mais, non, mais, enfin, je trouve que, c'est pertinent et c'est mis au bout du jour. Et puis, il y a plein de petites rêves qui sont toujours bienvenus quand c'est Alain Chabat. Le petit truc dommage, c'est de vouloir à tout prix, de mettre des voix d'acteurs, des gens célèbres, plutôt que des vrais doubleurs dont c'est le métier. Tu sens que c'est pas tous leur métier, et notamment. Et puis ça Alain Chabat. Alain Chabat qui joue Astérix. Je suis désolé, moi c'est une erreur de casting. Enfin, c'est un mec de 70 ans qui fait le rôle d'Astérix. Ça ne marche pas. Gilles Lelouch, j'ai jamais aimé la voix de Gilles Lelouch sur un Obélix. Prenez des acteurs dont c'est le métier, c'est con parce que ils sont en voie de disparition. Il y avait Gérard Darbois, ça c'est vraiment le bémol. Et donc du coup, tu joues toute la série à faire c'était ça, c'était ci. Après c'est Panoramix. Ouais. Ça j'ai trouvé ça. Oui. Moi j'ai pas apprécié. Oui, en fait ça te sort un peu au moment où tu fais putain c'est mais après j'ai trouvé des moments la série super digeste, très drôle, hyper jolie pour tous les âges et pour le coup c'était une bonne surprise. On a regardé avec les enfants, on avait adoré. Et j'ai rattrapé mon retard avec Adolescence. Là m'a mis un peu par terre. J'ai pas vu ça. Oui. 4 épisodes, c'est assez dur.
Déjà dans le plan séquence. Le plan séquence, ouais. Un je seul plan séquence. vais dans ma liste, faut que je le regarde. Mais... L'acteur qui joue le père, Stephen Graham. Oui, Pareil, il y a des fausses pistes que tu peux te dire, oh là, lui, vu son milieu, et en fait, le film te chope à plein d'endroits. C'est incroyable. Ça parle aussi, comme un petit peu Le Dernier Duel, hein, ça parle de masculinité toxique. Donc c'est assez fort. Et c'est assez brillant. C'est une porte ouverte que j'ai arrachée complètement parce que tout le monde a été dithyrambique sur une série, mais qui est très étonnante de la voir sur cette plateforme Netflix où tout est très calibré. Et là, on sort complètement de ce cadre-là dans une série nord-british, où ça part avec des c'est vraiment proche l'accent écossais. Ah ouais? C'est un truc des fois. Du coup, c'est un vrai. Et les accents sont... oui, il y a une série, elle est projetée aussi maintenant dans les écoles anglaises. Il y a le gouvernement, le ministère de l'éducation là-bas a dit justement en fait les incels et le côté le masculin lié aussi à des mouvements d'ultra-droite ou d'extrême droite prend beaucoup de sur les réseaux des influenceurs masculins. Voilà puis lié à des féminicides et tout ça. Enfin voilà, malheureusement, mais ça prend beaucoup d'ampleur et vous voyez la série pour voir un petit peu comment on tombe là-dedans. Les conséquences pour tout le monde, enfin la déflagration que c'est autour. Parce que c'est incroyable. C'est incroyable de montrer en fait les effets autour. C'est juste un truc de fou. Voilà, l'épisode s'achève. C'est une bonne note. Yes, c'est non, c'est pas fini parce que on doit faire évidemment. Vous le savez, on a mis des petits mots. Restez jusqu'à la fin. C'est pour le prochain épisode. Nous, désormais, on va tirer au sort un mot. Donc c'est fini les jeux de mots pourris avec des thèmes où on s'arrange sur les films. Maintenant, c'est chacun pour sa gueule. Maintenant, il y a la bagarre. C'est ça. Donc on va tirer au sort un mot. On a du coup, en théorie, Aurel est là. Mais tu feras le tirage. Alors, si on doit aller au troisième mot. Explique le concept du coup, comment ça se déroule. On va d'abord tirer un premier mot. Si le mot convient, c'est Alex Killer qui va faire le premier tirage. Non, c'était toi qui devais faire. C'est moi qui fais le tirage. Ok. Mais après c'est moi. Je vais tirer au sort le premier mot. Si le premier mot me convient, moi je le garde. Et derrière, c'est à chacun de choisir un film qui. Après les films, on les a annoncés avant aux autres. Pour l'instant, on dit rien. Par contre, nous on a 24 heures entre nous pour définir. Définir le film qu'on veut traiter. Donc parfois, on peut vraiment être sur des pistes complètement différentes. Et je tire au sort, moi. D'accord. Vas-y. Et si tu dis non, je dis non. Le troisième, c'est Antoine qui le tirera. Et du coup, ça sera ça. Et voilà, on peut pas retirer indéfiniment. On a 3 chances. Donc, par exemple, avec un exemple con, moi je tire sur tabouret. Évidemment, je prends pas tabouret. Lui, il fait chaise longue. Bah non. Et là, tu termines par gris. Gris, on va faire sur le thème gris. Donc, il va falloir batailler pour trouver des films corrects. Je tire au sort. Allez, let's go. Et le mot que j'ai tiré est le mot liste. Ouais, tu prends le mot liste. Mais non, parce que les trucs qui m'évoquent, moi je vois les trucs, la liste des Chinois, pas des trucs très bons. Je repose. Tu ne prends pas. Je viens un mot. Oui, les mots aussi sont retirés. On en a quasiment 200 grâce aux auditeurs. Continue à nourrir la boîte. Ça nous fait plein de saisons. Vas-y, donne-moi du coup le mot suivant. T'as tiré toi cambrioler. Cambrioler, pas cabrioler, parce que. Pas cambrioler. Les doyettes, j'ai pas regardé moi la liste des mots qu'on avait. Et je vais dire oui pour des cambriolages. Tu gardes cambriolage? Ouais, ça me parle. Pas braquage. Hein. Non, on a déjà fait braquage, c'est pour ça. Cambriolage et du coup des merdes. Du coup là ça fait maintenant on a 24 heures. Aurel, Alex et moi pour définir du coup les films dont on va traiter. Et pareil, pour la rentrée sur les réseaux à dire quel est votre film de cambriolage. Oui. À quoi pensez-vous? Donnez-nous vos suggestions éventuellement. Et du coup, maintenant, c'est chacun choisit son propre film. Je sais ce qu'Aurel va. Je spoil. Il va mettre Boundaries. Ah oui, peut-être. Ouais, déjà, ok. T'as mis une première mise. Cambriolage, c'est. Ouais, il y a parfait. Tu peux le faire, ouais. C'est parfait. Bon les gars, encore merci Antoine. Avec plaisir les gars. De ta discours. Merci beaucoup d'être venu. Ce courage d'avoir envoyé 7 heures de bobine en 9 jours. C'est une préparation de... Et ça, tu t'en es très bien tiré, quoi. Mais je savais, c'est un habitué des marathons. Il y a un truc marathon Star Wars et tout, Seigneur des Anneaux. Donc, ouais, puis t'es un habitué de la maison maintenant. Donc, ça fait pas longtemps qu'on sait plus. C'est vrai, ouais. C'était quoi, il y a un mois, 2 mois. Du 2, ouais, c'est ça, donc ça va vite. Bon, en tout cas, du coup, encore, les gars. Merci à toi. Et on se retrouve, du coup, à la saison prochaine. Ouais, mi-septembre, je pense, aux alentours du 15. Et quoi, il y aura
ou à chaque fois avec un nouveau thème, 3 nouveaux films, les 3 mêmes mecs pour vous en parler. Ciao. Ciao, bye. Salut.